Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h05. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc je ne sais pas si on attend encore quelques minutes ou si on commence tout de suite. Alors je suppose que les présents vont me dire commencez tout de suite et vous aurez raison. Et tant pis pour les absents. Bon, je sais pas, bon, les jeux, on commence et puis on va y aller doucement. Donc, bah, écoutez, en premier, je voulais vous remercier d'être présents. Alors, pas très si nombreux, on va dire. On aurait aimé peut-être voir un petit peu plus de monde, parce que cette réunion est importante dans le futur de notre ville et puis dans le futur PLU. Bien entendu que je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Je sais aussi que les conditions ne sont pas idéales. En ce moment, on vit une période bien compliquée qui nous oblige, nous, à mettre des protocoles sanitaires stricts. Vous, aussi à une certaine distanciation, port du masque, gel hydroalcoolique. À des assemblées générales aujourd'hui, des rassemblements qui, normalement, pour le festif, ne doivent pas dépasser 30 personnes. C'est vrai que voilà, le département du Var est aujourd'hui en zone d'alerte. Le virus, il circule. On a eu encore des mauvais résultats qui, dans la région, j'espère, ne nous amèneront pas dans des couleurs plus rouges, parce que ça serait encore beaucoup plus compliqué. Nous avons reçu un arrêté de monsieur le préfet tout à l'heure, il y a une heure ou deux, pour nous signaler que donc, les bars, vous avez peut-être lu dans un matin électronique, les bars donc, et les restaurants être fermés à partir de minuit, ceux des demain. Voilà, donc c'est soyez, j'ai envie de le dire encore, soyons et restons vigilants, c'est important. Donc aujourd'hui, il y avait 80 chaises, donc vous êtes moins que 80, on ne pouvait pas en mettre plus, puisqu'il fallait multiplier les fameux 4 mètres carrés par chaque chaise pour arriver à 80 personnes maximum. Comme vous le voyez, c'est retransmis sur les réseaux sociaux en live et puis sera retransmis. Donc, je voyais avec Sébastien qui travaille au cabinet, que je ne vois pas, qui n'est pas là. Donc, nous allons retransmettre le reportage que Marc nous fera passer bientôt pour que vous puissiez le voir et le revoir ou dire à vos amis qui n'étaient pas présents qu'il serait souhaitable qu'ils puissent aussi le regarder. Après, bien entendu, rapidement, je vais laisser la parole aux spécialistes pour vous parler de cet urbanisme, notre cabinet conseil avec M. Poulain qui est à nos côtés. Le plan local d'urbanisme, ça détermine ce que sera Cavalère dans les années à venir et comme je le disais, c'est important. Il permet la mise en œuvre de la politique de notre commune en prenant compte de l'urbanisme, de l'environnement, de l'agriculture, des transports, de l'habitat. Et il définit le développement pour en général une quinzaine d'années. Depuis sa mise en œuvre en 2005, le PLU de Cavalère a connu plusieurs évolutions. Aujourd'hui, nous devons le réviser pour mieux encadrer le développement de notre commune et notamment pour en prendre compte des attentes et de ceux qui nous obligent à réagir par rapport aux lois qui se sont succédées, notamment la loi Allure et le SCOT qui est venu, alors qui est attaqué aussi, on en parlera certainement un peu plus tard. Voilà, vous dire quoi écoutez qu'on est rentré dans cette phase active aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, on va parler de PADD. Ce sont les orientations qui vous seront donc présentées et comme je le disais, qui sont importantes et qui préfigurent l'avenir de notre ville. Que dire encore ? Donc je disais que j'allais passer la parole au cabinet Poulain. Je crois qu'on restera de toute façon à votre disposition. Aujourd'hui, c'est des prises de contact. Sylvain et Céline, que je vois aussi, et puis d'autres à l'Urba sont là pour vous, pour recueillir vos avis, vos souhaits, je sais pas, vos déceptions même. Ce qui sera présenté, vous avez le droit d'être aussi déçus. La volonté est de réimplanter comme on le pourra et dans les mesures qui sont possibles, dans la mesure qui est possible aujourd'hui, la nature dans la ville, venir lutter contre la loi Allure qui ne correspond pas forcément à nos paysages, je dirais, de Méditerranée, mais plutôt à des paysages de ville. Voilà, donc aujourd'hui c'est assez compliqué. Alors tout semble toujours très simple quand on en parle de loin, mais quand on a les outils, tout en essayant de léser personne, parce que quand on vient diminuer par exemple
des constructibilités de quelqu'un qui, lui, pouvait construire avant et qui, du jour au lendemain, se trouve avec moins de droits, ben, forcément, la personne n'est plus contente. Et quand on se passe au plan général et qu'on voit un ensemble de constructions qui pourraient venir et toutes se superposer les unes aux autres, ben là, c'est la commune et c'est les citoyens qui ne sont pas contents. Mais quand on est propriétaire, on est toujours content de pouvoir en faire plus parce qu'on en fait plus, on le vend plus cher. Voilà, donc c'est un savant dosage de tout ça qu'il faut que nous fassions avec vous et en concertation comme on l'avait promis. Voilà, peut-être juste 2 mots, j'en profite pour le dire parce que j'ai découvert deux, trois commentaires sur les réseaux sociaux avec des gens qui, avant de discuter, nous accusent déjà de vouloir tout bétonner. De toute façon, ça ne sera que pire. Enfin, des choses pas très sympas. Puis je regarde deux forts. Il y en a un qui écrit de Nîmes et puis l'autre, il écrit de Corse. Voilà, donc je ne sais pas s'ils ont été achetés, si on leur a demandé d'écrire. J'aurais préféré que ce soit au moins des cavaliers-rois. Mais voilà, je trouve. Alors, j'ai rien contre la Corse, c'est mon pays d'origine. Hein. J'en dirais pas de mal, ni de Nîmes, j'aime beaucoup. Mais voilà, donc non, on n'est pas là pour bétonner, on est là pour répondre à. Pensez que voilà, je parlais d'un savant dosage et de deux mondes qui s'opposent. Celui qui est propriétaire de quelque chose et qui veut en tirer le plus grand parti, ce qui s'entend, c'est humain. Quand vous avez une voiture, si je vais vous l'acheter à 5 000 ou à 10 000, je pense que vous la vendrez plutôt à 10 000 qu'à 5 000. Et ça, c'est humain. Et si vous pensiez le contraire, vous seriez malhonnête. Donc voilà, le monde de ceux qui veulent préserver, et il faut préserver, et de ceux qui veulent vendre et qui aiment vendre. Et aujourd'hui, bah, écoutez, il y a des promoteurs qui, avec la loi Allure, ont plus de facilité à venir sur des terrains construire plus de choses qu'avant. Voilà. Donc tout ça, c'est compliqué. On en a beaucoup discuté. C'est pas terminé. Sylvain est bien sur la même longueur d'onde que nous et le cabinet Poulain aussi. Et donc on va vous présenter tout ça avec tout le travail qui va continuer encore derrière. Nous aurons l'occasion de nous revoir encore plusieurs fois. Peut-être aussi vous dire que tout est un peu condensé. Il y a juste la Covid, ça s'appelle, c'est ça. On a été un peu confinés pendant quelques temps après la Covid, donc on devait faire plusieurs réunions, mais malheureusement, on n'a pas pu les faire. Donc on reste toujours dans le timing et de tout ce qui nous est obligé, et bien entendu ce qu'on vous doit aussi. Mais tout est un peu condensé par la force des choses. Voilà, je passe donc la parole à M. Poulain et merci M. Poulain d'être là. Je vous laisse vous présenter. Merci, bonsoir. Alors, comme l'a dit Monsieur le maire, cette réunion publique est un peu condensée puisque l'idée c'est de vous rappeler la procédure, les conclusions sommaires du diagnostic et enfin ce qu'on appelle un PADD, à savoir le projet d'aménagement et de développement durable. Ça fixe les grandes orientations, les grands objectifs de la commune pour les 10-12 prochaines années. Ce soir, on n'abordera pas le zonage, on n'abordera pas la parcelle de telle ou telle personne, le règlement écrit. On va vraiment discuter de grandes enveloppes et des grands objectifs de la commune. Après cette réunion, dès la semaine prochaine, vous pourrez accéder sur le site internet de la mairie au diagnostic qui est en cours, ainsi qu'au projet d'aménagement et de développement durable. Ça vous permettra de télécharger les dossiers et de les relire tranquillement chez vous et de pouvoir faire des commentaires sur ce dossier. Un très rapide point sur la procédure. En fait, il y a un cas assez atypique sur Cavalère-sur-Mer, puisqu'en 2005, un premier PLU a été approuvé. En 2008, 2009, 2010, il a fait l'objet de révisions et de modifications. Il a évolué dans le temps. En 2010, il a été annulé par le tribunal administratif suite à un défaut de procédure au cours de l'enquête publique. À partir de là, la mairie s'est empressée de réétudier un PLU et a approuvé donc un second PLU en 2013. En mars 2014, on a eu la loi Allure qui est apparue. La loi Allure, elle a eu pour conséquence directe pour les mairies qui étaient en PLU de voir disparaître le coefficient d'occupation des sols et de voir disparaître la taille minimale des parcelles. Donc du jour au lendemain, sur la commune, le droit à construire, la densification a explosé, sans que la mairie ne puisse intervenir immédiatement. En juillet 2014, parallèlement à ça, on a le PLU de 2005 qui est revenu en vigueur. Alors il est revenu en vigueur, c'est-à-dire qu'il n'a plus été annulé par le tribunal administratif, mais celui de 2013, bien sûr, le chapeautait toujours, donc on était toujours sous le régime du PLU de 2013. En 2016, on a une annulation partielle du second PLU sur plusieurs secteurs. Il est annulé partiellement
Donc sur certaines poches de la commune, on a le tout premier PLU qui réentre en vigueur. Donc on a le cas assez atypique, on a donc 2 PLU conjoints qui fonctionnent en parallèle sur le territoire. En décembre 2016, une première modification du PLU a été approuvée par le conseil municipal pour essayer de freiner la densification sur le territoire. C'est un exercice qui est, comme le disait monsieur le maire, assez difficile, puisque quelque part la loi elle est faite en France, il faut le savoir, à Paris, elle ne tient pas compte des spécificités locales. Donc on a la même loi qu'on soit à Paris, Grenoble ou Cavalère-sur-Mer. Donc l'objet c'est de dire on densifie les villes avant de s'étendre. Le problème c'est qu'ensuite, pour limiter cette densification, il nous reste aujourd'hui assez peu d'outils. On peut travailler sur ce qu'on appelle le coefficient d'emprise au sol des bâtiments, donc la surface au sol utilisée. On peut travailler sur les espaces paysagers, mais c'est vrai que dans l'absolu, l'idée c'est de dire on densifie. On densifie avant de s'agrandir. Donc trouver le juste équilibre entre on respecte la loi mais on respecte le paysage local et l'environnement local, il est toujours assez difficile à obtenir. Malgré tout, en 2017, la mairie lance une révision générale du PLU pour venir fusionner les 2 PLU et remettre en place des règles adaptées sur l'ensemble du territoire. En 2018, seconde modification du PLU est approuvée. En 2019, on lance concrètement les études liées à la révision générale. C'est pourquoi on est là ce soir. Parce qu'entre-temps, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, a été approuvé. Ce schéma de cohérence territoriale chapeaute le PLU. Bon, entre-temps, ce SCOT a été débouté par monsieur le préfet, donc il n'est plus exécutoire. Il est en cours d'amélioration. Peu importe, on a lancé les études, on avance, on sait de toute manière où la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez veut aller, donc dans les grandes lignes, on sait à quoi s'attendre. Et enfin, en 2020, une troisième modification du PLU a été approuvée. L'objectif de la procédure qui est aujourd'hui lancée, il y en a plusieurs, mettre en compatibilité le PLU par rapport aux différents objectifs et notamment du SCOT, prendre en compte les développements de certains secteurs et de remettre au goût du jour certaines orientations d'aménagement, tenir compte des jugements administratifs, favoriser la mixité urbaine et sociale, améliorer la prise en compte des thématiques architecturales et paysagères sur le territoire, préserver et développer les activités hôtelières, repenser la disposition et la réglementation des zones d'aménagement concertées, améliorer les dispositions propres au centre équestre, améliorer la vigilance des documents sur le patrimoine paysager et enfin permettre la mise en œuvre du plan de gestion porté par le conservateur du littoral sur le site du Pardigon. Dans cette procédure, on a bien entendu une phase de concertation. Cette phase de concertation, elle va se traduire par une campagne d'affichage qui a commencé par des insertions dans la presse, dans le bulletin municipal, sur le site internet et sur les réseaux sociaux de la ville. Il y aura également donc des réunions publiques, c'est la première. Il y aura à minima une seconde réunion publique sur le zonage et le règlement. Il y aura des expositions évolutives à l'hôtel de ville et il y a un registre mis à disposition du public. Sachez bien entendu que vous pouvez tout à fait écrire à la mairie, à l'attention de monsieur le maire. Vous écrivez, alors à l'attention de monsieur le maire, avec la destination du service de l'urbanisme. Tous les courriers reçus sont intégrés au registre de concertation et sont analysés. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir fait des demandes dans le cadre du PLU. Alors, juste sur cette concertation, elle va se poursuivre jusqu'à l'arrêt de la procédure. Donc au moment où le conseil municipal va arrêter le dossier en disant bon, nous on a fini notre travail, on va tirer le bilan de la concertation et chacun aura une réponse claire à sa demande. Suite à ça, 3 mois d'avis officiel des services de l'État et autres personnes publiques associées et ensuite il y aura une enquête publique. Et c'est à ce moment-là que le public pourra de nouveau s'exprimer. D'accord ? Donc jusqu'à l'arrêt de la procédure, vous vous exprimez dans le cadre de la concertation et après dans le cadre d'une enquête publique. Alors, le diagnostic territorial par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le PLU, il a été profondément remanié. Notamment, on a mis à jour toutes les thématiques sur les logements, sur les déplacements, sur les réseaux d'eau, sur l'économie.
toutes les données INSEE sur la communauté de communes ont été mises à jour. On a un volet paysager qui a été peu remanié. Par contre, on a profondément remanié le volet écologique. Celui-ci est en cours. Dans le diagnostic qui va être mis à disposition la semaine prochaine, il n'y aura que le contexte réglementaire de mis en ligne. Très rapidement, il va être mis à jour sur le volet habitat, sur le volet des espèces. Donc ça, on vous préviendra, il y aura une actualisation du diagnostic qui sera mis en ligne certainement au courant du mois d'octobre. Le bilan du PLU est en cours et on a mis à jour tous les documents supracommunaux. Il y a quelques points à retenir quand même sur ce diagnostic, alors je vous le laisserai le découvrir, il est assez conséquent, mais pas mal de choses à retenir. Tout d'abord sur les logements, 12 044 logements officiellement en 2016, selon l'INSEE sur le territoire, avec seulement quasiment 30% de résidence principale. Donc on est sur un territoire où on est à plus de 60%, 65% de résidences secondaires. Il y a les logements vacants également. Attention avec les logements vacants, 153 logements vacants recensés par l'INSEE en 2006, puis 365 en 2016. Les logements vacants sur Cavalaire-sur-Mer, on a un peu du mal à comprendre d'où ils viennent. C'est un phénomène qu'on connaît beaucoup plus dans les anciens villages, puisque les vieux logements ont du mal à être occupés. Là, on pense plutôt à des opérations qui sont sorties de terre, qui ont été comptabilisées par l'INSEE, mais qui n'avaient pas été encore mis sur le marché. Donc en fait, il n'y avait pas encore d'occupants. D'où des chiffres qui des fois sont un peu curieux concernant la vacance. Quoi qu'il en soit, on est sur une croissance importante. Entre 2009 et 2019, c'est notamment à cause de la loi Allure, on a 969 logements qui ont été autorisés. C'est 88 logements en moyenne par an sur Cavalaire-sur-Mer. Il faut bien voir qu'en l'absence de coefficient d'occupation des sols et en l'absence de taille minimale de parcelles, la mairie a du mal à s'opposer au projet parfois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir soit un manque de réseau, soit d'autres règles qui ne sont pas respectées, mais globalement, la densification, c'est difficile de lutter contre. Cette densification, elle est essentiellement portée par des appartements. Aujourd'hui, 703 appartements contre 266 villas. On a une diversité bâtie qui est donc réelle, ça c'est un atout, puisqu'aujourd'hui on recherche des appartements notamment pour loger les jeunes, pour loger les familles. Et on sait qu'en 2020, on a environ 200 logements qui sont à l'étude. Donc on est sur une commune dynamique où il y a de très nombreux projets réalisés et en cours. Alors, un autre point intéressant, c'est de se rendre compte que les 266 villas ont nécessité un foncier de plus de 21 hectares. Donc, à peu près 25% des logements ont consommé 73% du foncier disponible, utile. Alors qu'au contraire, les appartements n'ont consommé que 6,53 hectares, essentiellement en centre-ville. Donc là, on est sur des densités très élevées de 107,6 logements à l'hectare. Donc on est sur vraiment des typologies de logements très différentes. On a comptabilisé un peu tous les logements, où ils se situaient. Et on voit bien que là, des grosses opérations en centre-ville, mais aussi dans les écarts, on a des nouveaux lotissements qui ont vu le jour ces derniers temps. Un autre point intéressant mis en évidence dans le diagnostic, c'est le volet agricole, qui était aujourd'hui au PLU, vous n'avez aucune zone agricole sur le territoire communal. Avec l'aide du Conservatoire du littoral, il y a un projet agricole qui verrait le jour sur le Pardigon, avec un zonage agricole adapté. Autre point du diagnostic, c'est la richesse écologique qui a été mise en évidence, avec de très nombreuses protections. Vous êtes sur un territoire soumis au plan national d'action pour la tortue d'Hermann. Vous avez un site classé, la corniche des Morts. Vous avez des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Vous avez des propriétés du Conservatoire du littoral. Il y a également tout un enjeu sur les corridors écologiques. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail ce soir, mais les corridors écologiques, l'idée aujourd'hui, c'est au-delà de la préservation de 2 spots de nature, l'idée c'est que ces différents points de nature, les animaux puissent communiquer entre eux. Sur votre territoire et les communes alentours, il est indispensable de préserver les coupures vertes qui existent entre les communes. Alors, sur les reliefs, il faut bien entendu les préserver, mais j'ai envie de dire que là, on est soumis à moins d'enjeux, vu les reliefs, on est moins embêté. Par contre, il est impératif de bloquer les étendues urbaines vers l'ouest ou vers l'est pour préserver ces passages d'espèces animales.
On distingue deux types de trams, enfin trois types de trams aujourd'hui. La trame verte, c'est pour les déplacements des animaux terrestres. La trame bleue, c'est tout ce qui est lié au cours d'eau. Et la trame noire, c'est tout ce qui est lié au déplacement des espèces nocturnes, notamment chauves-souris. C'est également un enjeu important qui a été mis en évidence dans le PLU. Aujourd'hui, très clairement, sur votre territoire, il y a deux grandes difficultés, deux grands enjeux que le PLU va tenter de résoudre. Tout d'abord, il y a la gestion des zones urbaines, avec éviter le phénomène de surdensification par endroit, tout en promouvant des programmes de logement aidés. Il est important de maintenir la nature en ville et la gestion des écoulements pluviaux. Il y a également la difficulté à venir pour les logements sociaux concernant le stationnement, puisque l'idée c'est qu'on ait un maximum de stationnement qui accompagne les programmes de logement, parce que sinon derrière il faut prévoir des parkings pour pallier aux difficultés. Et il y a l'importance de mettre en œuvre une réelle intervention publique en partenariat avec le PFR PACA notamment. L'idée c'est que la commune doit retrouver la main sur certains quartiers pour pouvoir intervenir plus facilement. Et la seconde évolution, ce sont les éléments protégés du PLU. Très clairement, il y a déjà des éléments protégés dans le PLU. L'idée, c'est d'améliorer ces protections, de faire évoluer ces protections par ailleurs. Donc, notamment, tout ce qui concerne les éléments bâtis patrimoniaux, on a des protections qui sont issues de l'ancien poste. Donc, on a des demandes dans le cadre de la concertation d'habitants qui ne comprennent pas pourquoi telle ou telle maison est ciblée. On a par ailleurs une difficulté, c'est qu'on n'a pas de recommandations ou de prescriptions particulières dans le PLU en vigueur. Donc on a un classement où des fois on a du mal à le comprendre et en plus on n'a pas de règles en face. Donc ça il faut impérativement améliorer. Ce qui doit être protégé le sera, il faut le dire, enfin dire comment on le protège, comment on améliore le bâtiment. Mais il faut qu'on soit un peu plus clair sur les règles. Autre point, ce sont les espaces boisés classés. On a des espaces boisés classés qui bien souvent... Alors les espaces boisés classés, ça a vocation de figer la vocation forestière d'un lieu, la vocation boisée. Bien souvent, les EBC, dans le PLU, c'est venu recouvrir la trame des espaces naturels. Alors il y a plusieurs petits problèmes avec ça. C'est que d'une part, on est venu recouvrir des routes, des pistes de DFCI, on est venu recouvrir des bassins de rétention. Bon, ça à la rigueur, c'est pas bien grave. Des fois, on est venu recouvrir les habitations, un peu plus contraignant déjà. Autre point conflictuel, c'est que des fois, ces espaces boisés classés sont venus recouvrir des emplacements réservés. Donc des réserves foncières, par exemple, pour créer un parking. Donc là, on est sur un document d'urbanisme qui dit d'une part, on veut créer un parking, et d'autre part, il faut préserver l'espace naturel. Donc là, il y a un toilettage à faire, une amélioration à faire. Par ailleurs, des fois, ça va être une augmentation des espaces boisés classés, des fois une diminution. Tout ce qui va concerner la protection du PLU, de toute manière, on va être soumis à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, donc de toutes les manières, la mairie n'a pas la main. On va faire des propositions, certaines qui nous paraissent raisonnables. Après, on va discuter avec eux sur tel ou tel projet. Un des EBC qu'on aimerait voir éliminer, c'est sur le Pardigon, où justement il y a une campagne on aimerait dessoucher du mimosa, qui est une espèce inflammable, allergène. En EBC, on ne peut pas dessoucher. Donc là, le problème, c'est que le projet agricole, de par la réglementation des espaces boisés classés, il est bloqué. Mais ça, c'est un projet qu'on peut porter en CDNPS pour obtenir l'autorisation de les déclasser. Sans leur autorisation, de toutes les manières, on ne peut le faire. Pareil, il y a pas mal d'éléments arborés qui ont été ciblés sur le PLU. L'idée, c'est plutôt de travailler par quartier, parce que la nature en ville, c'est une réalité sur le territoire. Et l'idée, ça ne va pas être de travailler sur tel ou tel élément ponctuel, mais plutôt de travailler sur un quartier dans son intégralité, avec des coefficients de jardin, des coefficients d'arbres, etc. Alors, le PADD, projet d'aménagement et de développement durable. Encore une fois, ce PADD, il sera mis en ligne à partir de la semaine prochaine. Vous pourrez le consulter dans le détail. C'est un document donc, qui fixe les grands objectifs sur les 10-12 prochaines années de la mairie. Il peut être très général, hein, notamment on est obligé de parler des communications numériques, on est obligé de parler des transports en commun. Donc ça, généralement, on met une phrase ou deux, mais en réalité, ce n'est absolument pas le PLU qui permet d'intervenir sur ces domaines de compétences, hein, ça échappe à la commune, mais on doit en parler.
Par contre, il doit être très précis sur la consommation foncière. Combien de logements on veut et de quel espace j'ai besoin pour arriver à ces logements. Ce qui est un peu compliqué, mais malheureusement le code de l'urbanisme ne nous donne pas les clés pour ça. Ce qui est très compliqué, notamment sur un territoire comme Cavalaire-sur-Mer, c'est lorsqu'il y a un permis qui est déposé, on ne peut absolument pas juger si ça va être une résidence principale ou une résidence secondaire. Ça, le code de l'urbanisme ne nous permet pas de le dissocier. Donc on va parler d'objectifs chiffrés, on va parler de croissance démographique, ça reste de la théorie. En réalité, on ne maîtrise pas quand un permis sort ce qui va se faire ou pas, à l'exception des logements sociaux. Alors, sur ce PADD, 3 grandes orientations complémentaires. La première, préserver le patrimoine naturel, paysager et urbain. La seconde, conforter une économie locale respectueuse de l'environnement. Et enfin, troisième orientation, valoriser le cadre de vie local et répondre aux besoins urbains des habitants. Dans la première orientation, il s'agit d'abord, premier objectif, de protéger les collines boisées, cadres naturels et paysagers du territoire, ainsi que les coupures vertes principales. Donc là, il y a 2 actions à mener. La première, ça va être de préserver l'intégrité des espaces naturels en limitant les extensions urbaines. Et enfin, poursuivre les actions de lutte contre les incendies de forêt. Donc, très clairement, sur le territoire, on met en évidence les enjeux qui sont à l'est, à l'ouest du territoire et sur la partie nord. L'idée, ça va être de ne pas pousser les zones urbaines aux dépens de zones aujourd'hui qui sont classées en zone naturelle au PLU. Il n'y aura pas de consommation foncière là-dessus. Les seules exceptions qui peuvent se produire, c'est par rapport à des annulations au jugement du tribunal administratif. On a notamment des zones d'activité qui ne sont plus classées en zone urbaine, mais qui sont construites. Donc là, par contre, j'ai une incohérence entre mon zonage et la réalité du site, mais on ne parle pas d'aller consommer de nouvelles terres exploitables. Second objectif, prendre en compte la trame bleue du territoire et les risques inhérents. Donc l'idée, bien entendu, c'est de protéger la mer Méditerranée de toute pollution. Donc là, c'est là où on parle des écoulements pluviaux. Il va falloir améliorer cette prise en compte dans le règlement écrit, le suivi de l'assainissement, etc. L'action numéro 2, ça va être de préserver les cours d'eau et les zones humides constituant la trame bleue. Alors, notamment sur le territoire, on a des zones humides qui se situent à l'entrée du territoire sur le Fenouillet. Là, on a de vastes zones humides. Étant donné que dans le PLU, toutes les zones naturelles ont été classées en espace boisé classé, là, on a un problème puisque la zone humide, typiquement, il ne faut surtout pas la boiser. Puisque l'idée, c'est que les sols restent à vocation de mare, de zone humide, donc on ne doit pas les boiser. Donc là, c'est pareil, comme pour le Bardigon, il y aura des discussions à venir avec notamment la direction régionale de l'environnement sur cette question-là, avec un règlement adapté sur les zones humides. Et l'action numéro 3, poursuivre la gestion des risques submersion, inondation par débordement et écoulement pluvial. Donc là, dans le PLU, on mettra bien entendu en place des actions propres à ces risques-là. C'est déjà pris en compte dans le PLU actuel, on va poursuivre les actions. Troisième objectif, et pas des moindres, c'est de préserver les atouts paysagers de l'agglomération. Donc là, 3 actions. La première, renforcer la prise en compte de la nature en ville, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en trouvant des espaces paysagers à préserver, en imposant des coefficients en jardin, de pleine terre, etc. Tout ne doit surtout pas se densifier sur Cavalaire-sur-Mer. Vous avez en plus de vraies coulées vertes sur le territoire, donc là il faut impérativement les préserver. Il va falloir tenir compte du relief, parce que forcément, qui dit un relief dit des arbres, dit de la végétation. Si demain tout le monde peut construire 3 à 4 maisons sur sa parcelle, c'est plus le même paysage. Donc il est important de mettre en place des outils pour encadrer le devenir de ces quartiers. Deuxième action, valoriser les entrées de ville. Donc là, ça va être de poursuivre ce qui est en cours, notamment sur Bonporto, mais aussi sur Pardigon. Les actions sont d'ailleurs en cours avec le conseil départemental, donc ça va se poursuivre. Et enfin, troisième action, prendre en compte le patrimoine bâti, donc ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir repérer des éléments qui peuvent être intéressants, les préserver et de dire comment on va les préserver. La seconde orientation vise à conforter une économie locale respectueuse de l'environnement. 3 objectifs. Premièrement, répondre aux besoins des commerçants et artisans locaux. Donc tout d'abord, conforter la dynamique du centre-ville et du port pour y maintenir commerce, services et artisanat.
Donc ça rentre dans l'action également qui est en cours, Cœur de ville. L'idée, ça va être d'accompagner au maximum les actions en centre-ville. Ça participe au projet urbain plus général sur le territoire, de venir donner vraiment un cœur de ville, un réel centre-ville au territoire, que les gens viennent en ville, à pied, en transport, pour venir faire vivre les commerces à l'année. Il y a plusieurs actions qui sont en cours avec l'opération Cœur de ville, et l'idée, ça va être de respecter un peu toutes ces grandes orientations. Deuxième action, répondre aux besoins des entreprises disséminées en agglomération. Là, on a l'objectif, ça va être tout le long du territoire, déjà d'essayer de valoriser la zone artisanale qui existe sur les Pierrugues et qui a été annulée partiellement par le tribunal administratif. On a également toutes les entreprises qui existent en agglomération, où là, l'idée, ça va être de travailler avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, notamment pour accompagner ces activités, pour qu'elles puissent perdurer, tout en tenant compte quand même des quartiers d'habitat alentour, donc travailler sur les nuisances sonores, olfactives, etc. Je ne vous cache pas que l'idéal, ce serait de trouver une zone artisanale pour essayer de sortir les activités bruyantes de l'agglomération. Vu les contraintes écologiques, notamment sur votre territoire, les contraintes réglementaires, ça va être un peu compliqué, mais l'objectif, ça va vraiment être de faire vivre les artisans et de répondre à leurs besoins. Le golfe de Saint-Tropez, avec les difficultés de se déplacer, un artisan, s'il doit mettre 1 heure pour aller à son lieu de travail, revenir, à un moment donné, c'est trop compliqué. Donc l'idée, c'est que pour que les artisans restent sur place, il faut impérativement qu'ils puissent avoir leur lieu de travail et d'intervention sur place. Deuxième objectif, accompagner le développement touristique au regard des nouvelles pratiques et des exigences environnementales nouvelles. 4 actions, répondre aux besoins des campings et activités hôtelières. Donc là, c'est de faire adapter la réglementation en conséquence. De poursuivre les actions qui sont menées le long du front de mer, notamment avec les sentiers de randonnée. Développer une autre forme de tourisme en s'appuyant sur le patrimoine naturel des collines. L'idée, c'est de rappeler quand même que vous avez un cadre paysager des collines exceptionnel, naturel. Et l'idée, ça va être d'ouvrir à la randonnée, à la fréquentation piétonne, ces massifs pour que les gens puissent en profiter tout le long de l'année, qu'on ait un peu la mer l'été et la colline le reste des saisons. Et enfin, adapter les réseaux et équipements aux besoins estivaux. Chez vous, bien entendu, vu l'augmentation de population l'été, il faut calibrer tous nos réseaux par rapport non pas à la population à l'année, mais à la population estivale pour ne pas avoir de problèmes de pollution notamment. Troisième objectif par rapport à l'économie, c'est de développer autant que faire se peut une activité agricole et sylvicole. Première action, conforter les projets agricoles du territoire, et en premier lieu, c'est donc le Pardigon qu'on inscrit dans le PADD. L'idée, ça va être également de laisser à des possibles exploitants agricoles la possibilité de se faire connaître en mairie. Et alors, soit dans le PLU actuel, soit dans une future révision, de pouvoir accompagner ces exploitants sur des projets concrets d'économie agricole. L'action numéro 2, c'est de favoriser les activités pastorales ou sylvicoles éventuelles. Donc là, pareil, même principe. On va adapter le règlement de la zone naturelle pour autoriser, bien entendu, le pastoralisme. Et on reste à l'écoute d'éventuels projets de privés concernant le pastoralisme ou la sylviculture. Enfin, troisième orientation, et ensuite je vous laisserai la parole si vous avez des questions et des commentaires. Valoriser le cadre de vie local et répondre aux besoins urbains des habitants. Là, nous avons 3 objectifs à atteindre. Tout d'abord, l'idée, c'est de maîtriser les déplacements sur le territoire. Première action, apaiser autant que faire se peut la circulation automobile. Donc là, dans le PADD, il va s'agir d'évoquer plusieurs voiries que la commune souhaite élargir, plusieurs carrefours qu'il faut améliorer. On n'a pas de gros points noirs sur le territoire communal. Le principal problème chez vous, c'est les routes départementales qui sont saturées l'été venu, mais il y a déjà des améliorations qui sont en cours, et l'idée, c'est de poursuivre ces actions. Deuxième action, c'est de poursuivre le développement des circulations alternatives et en premier lieu les déplacements piétons. Donc là, pareil, vous avez pas mal de cheminements piétons qui existent sur le territoire. L'idée, c'est de poursuivre cette politique et de drainer un maximum de gens vers les bords de mer, vers le centre-ville, sans utiliser la voiture.
Donc soit à travers les déplacements piétonniers, soit via des navettes mises en place par la mairie ou par le conseil régional. Troisième action, poursuivre la politique de création de stationnement public. Donc là, on poursuit ce qui est en cours sur le territoire. Trouver des sites pour qu'on puisse améliorer le stationnement public sur la commune de Cavalaire-sur-Mer. Deuxième objectif, poursuivre l'accueil de ménages à l'année au sein de l'enveloppe urbaine existante. Au sein de l'enveloppe urbaine existante, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va travailler sur le foncier actuellement disponible. Très clairement, on vise une croissance démographique raisonnée et poursuivre la production de logements diversifiés, moins consommateurs d'espace. Alors, par rapport à cet objectif-là, je vais vous donner quelques données chiffrées, ça sera plus parlant. Alors, ça reste, encore une fois, c'est un PADD, donc ce qu'on affiche, ça reste théorique. On a essayé de ne pas évoquer de croissance démographique avec les services de l'État. Ils n'ont pas voulu. Ils veulent qu'on affiche clairement la croissance démographique souhaitée. Donc on se cale sur une croissance démographique à plus 1%. Ça nous donnerait, donc c'est quand même 33% de moins que ce que la commune a connu entre 2006 et 2016. Ça nous donnerait en théorie 8322 habitants en 2032. Alors on l'écrit, mais globalement, le seul moyen de le gérer, ça va être de travailler sur combien de logements on a besoin. L'idée, c'est de maintenir 2 personnes en moyenne par logement. Donc, en gros, on a un besoin en résidence principale pour les 10-12 prochaines années de environ 400 logements sur le territoire. Je vous rappelle qu'on est à plus de 900 logements ces 10 dernières années. Donc, le PLU se veut plus calme. On réduit la croissance. On est à 2 fois moins que ce qui se fait actuellement. Tout en mettant en évidence les objectifs du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes, à savoir, on veut à peu près 40% de logements locatifs sociaux par rapport aux résidences principales à venir. L'idée, c'est que les logements qui vont se créer, en imposant un taux de mixité sociale, ça oblige en fait à avoir une destination à l'année. C'est-à-dire que les familles, les jeunes, les personnes âgées peuvent venir vivre à Cavalaire-sur-Mer à l'année. Ce n'est pas des programmes de résidence secondaire à 100%. L'idée, ça va être de mixer au maximum les opérations. L'idée également, ça va être de promouvoir, mais c'est ce qui se fait actuellement sur votre territoire, les appartements. L'État nous a demandé, nous a rappelé que vous aviez un besoin en T1 notamment, Cavalaire-sur-Mer est en manque là-dessus. Très sincèrement, sur l'instruction des permis, on n'a pas la main sur le type de logement. On peut encourager les promoteurs, on peut encourager les bailleurs sociaux, mais fondamentalement, il n'existe pas de clé pour imposer lors d'une opération un T1 ou un T2 ou un T3 dans un PLU. On n'a pas le droit de travailler sur la forme du logement, sur le type de logement. Par rapport à ces logements principaux, on a donc calculé, si on tient compte du schéma de cohérence territoriale, on est en moyenne sur du 25 logements à l'hectare. 25 logements à l'hectare, ça nous donne un besoin en foncier de 15 hectares environ. Les 15 hectares, aujourd'hui, on peut les trouver dans les zones urbaines qui existent au PLU. Donc soit via les opérations qui se font actuellement, destruction-reconstruction, soit en comblant ce qu'on appelle les dents creuses, les espaces non bâtis. Donc aujourd'hui, il n'y a pas la nécessité d'aller plus loin, d'étendre l'enveloppe urbaine au-delà de ce qui existe actuellement. On finit de combler ce qui existe en termes de logement, on n'a pas besoin de plus. Et au contraire, il va falloir mettre en place des outils pour limiter la densification et surtout maîtriser la croissance urbaine. La deuxième action, justement, ça va être de renforcer l'action communale via l'opération Cœur de Ville et la ZAC de l'église. L'idée, entre les rues Pierre Ramel et Alphonse Daudet, l'idée, ça va être d'intervenir, alors c'est au droit des écoles qui existe, au droit de l'église. L'idée, ça va être d'avoir un secteur d'intervention que la commune va pouvoir figer temporairement et intervenir avec l'établissement public foncier régional de la région PACA pour pouvoir disposer d'équipements collectifs suffisants, de places de stationnement suffisants, éventuellement de logements mixtes,
Le problème aujourd'hui sur Cavalaire-sur-Mer, c'est que les gens vendent à des prix tellement élevés leurs parcelles, c'est qu'à part un lotisseur, personne n'a les moyens d'acheter. Quand quelqu'un vend sa parcelle à X millions, la maison, elle est pas détruite pour être reconstruite par une autre maison. Parce qu'une personne lambda ne peut pas acheter cette maison-là. Et la mairie non plus. Donc à un moment donné, le marché échappe complètement aux volontés communales. Donc l'idée, c'est de réintervenir d'une part par rapport au règlement écrit, d'intervenir en disant on va limiter parfois la densification, et d'autre part avec des actions foncières concrètes. La troisième action par rapport à l'enveloppe urbaine, c'est de prendre en compte les spécificités des différents quartiers. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on ne va pas réglementer de la même façon les différents quartiers en tenant compte du relief, en tenant compte des espaces paysagers. On aimerait bien que certaines zones d'aménagement concerté qui aujourd'hui sont terminées puissent être clôturées, mais ce sont des actions qui ont été lancées par le préfet. Et donc il y a l'État. Il n'y a que l'État qui peut clore ces zones d'aménagement concerté. L'idée, c'est que quand les opérations sont terminées, qu'on puisse les clôturer et avoir des règlements plus faciles à gérer. L'idée, ça va être de simplifier autant que faire se peut ce règlement écrit qui est des fois un peu compliqué. Et enfin, quatrième action, bien entendu, protéger les biens et les personnes contre les risques. On va profiter du PLU pour toiletter toutes ces questions-là. Et enfin, troisième objectif, répondre aux besoins des habitants en matière d'équipement. Donc là, adapter le parc d'équipement collectif aux nouveaux besoins. Et enfin, mettre en place les réseaux eau et sec nécessaires au développement communal. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le projet communal. Très clairement, on est sur l'amélioration, on poursuit les actions qui sont en cours et on est vraiment dans, d'une part, recréer une centralité urbaine, un cœur de ville, une liaison entre les différents quartiers, et d'autre part, respecter ce qui fait le charme de Cavalaire-sur-Mer, les espaces naturels, les espaces paysagers, la mer, etc. Voilà, je vous laisse la parole et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Nous avons un micro à disposition si des personnes souhaitent s'exprimer. Juste lever la main et voilà. A priori. Ah, voilà. Alors, il y a l'enquête la réunion publique. Oui. Et ensuite, il va en suivre une enquête auprès de la population. Je voudrais savoir comment ça se passe. Enfin, est-ce qu'il faut qu'on fasse une demande auprès de la mairie pour voir cet enquêteur? Alors, il y a deux choses donc différentes. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle la phase de concertation, Oui. auquel vous participez tous ce soir. Pendant cette phase-là, on vous encourage, si vous avez des demandes ou des remarques sur les documents, à nous les adresser par courrier, ou en demandant un rendez-vous à la mairie, mais le plus simple, parfois, c'est par courrier. Comme ça, nous, on peut en tenir compte, ou pas, ça dépend de la demande, bien entendu, mais on peut y répondre avant l'arrêt de la procédure. Donc ça, c'est une première étape, et j'ai envie de dire, c'est la plus efficace, très honnêtement, puisque avant l'arrêt du dossier, on peut prendre en compte pas mal de demandes. Alors, je ne dis pas qu'avant tout aboutir, mais on peut en prendre en compte. Une fois que le dossier est arrêté, et une fois qu'il a été transmis aux personnes publiques associées, donc là, on espère un arrêt deuxième semestre 2021, donc ça voudrait dire une enquête publique premier semestre 2022. À ce moment-là, il y aura des affiches qui vont apparaître, format A2, jaune, il y aura des informations dans le journal. Donc là, vous pourrez venir voir le commissaire enquêteur, soit pendant ses permanences, soit lui écrire pour vous exprimer. Très honnêtement, en termes d'efficacité, il vaut mieux faire vos demandes durant la phase de concertation. Si jamais on n'y a pas répondu favorablement, vous pouvez refaire une demande lors de l'enquête publique. Voilà. Dire que cette phase est importante.
Vous savez, quand on a cette phase de changement de PLU, souvent les gens ne se déplacent pas, ne viennent pas voir et découvrent des choses après, et après le subissent. On a vu des choses faites volontairement ou involontairement dans des PLU dont les propriétaires s'aperçoivent après, vous savez, à l'échelle du PLU, un trait qui bouge un petit peu, et même sans le vouloir véritablement, il peut se passer des choses. C'est vraiment ce moment de concertation, le moment idéal pour venir demander, exposer si vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas. En ce moment, on reçoit des courriers, puis même ça fait quelques temps qu'on reçoit des courriers de personnes qui aimeraient des changements au niveau de leur parcelle. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment ce moment-là où il faut venir pour le demander. Donc justement, on est venu ce soir parce qu'on est plusieurs propriétaires au niveau du JA, parce qu'on est très inquiets par rapport au projet qui va se faire derrière nous. Alors on n'est pas contre une urbanisation, comme vous dites, chaque personne a le droit de construire son habitat, on en a bénéficié nous aussi. Mais nous, c'est plutôt l'importance de ce projet qui va dénaturer aussi les collines, puisqu'on a vu le projet, l'espace qu'il allait prendre. En termes de sécurité, en termes d'eau, en termes d'incendie, en termes de tout, ça nous inquiète fortement. Donc que ça soit cette vie-là passe, c'est normal, cette vie-là, je ne dirais pas de souci, mais 60 logements, c'est plutôt énorme, on va dire. Donc voilà, et on ne pense pas que ça soit des résidences pour les cavalerois. Alors ça, voilà, je ne veux pas spéculer, mais... Je ne pourrais pas vous répondre sur la dernière question parce que, encore une fois, libre à chacun d'acheter ou de ne pas acheter. Donc il pourra y avoir vraisemblablement, alors je vais vous dire, en fait on va se retourner sur ce qui a été projeté tout à l'heure. On sait qu'aujourd'hui une commune comme Cavalère, c'est grosso modo 30% des personnes qui sont en résidence principale et 70% ce sont les gens qui nous font vivre aussi le restant de l'année. Et je pense que, juste pour préciser, Cavalère est une des communes où il y a le plus de résidences principales, puisqu'on est en dessous de 70% pour les résidences secondaires, alors que, alors je ne vais pas citer de nom, mais les communes qui nous entourent, parce que ce n'est pas très poli ni propre de citer d'autres communes, mais toutes les communes qui tournent autour de Cavalère sont souvent au-delà de 70% de résidences secondaires, donc encore moins. Donc Cavalère n'est pas la plus mal lotie en termes de résidences principales. Pour autant, c'est notre économie. Et ça, je pense que si les résidences secondaires n'existaient pas à Cavalère, Cavalère n'existerait pas. Alors après, il y a le pour et le contre. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et je vous répondrai. Alors après, je viendrai sur le fond du problème. Vous l'avez dit, et c'est bien de l'avoir dit, nous, en deux mots, pour pouvoir habiter où on habite aujourd'hui, on a dénaturé un terrain. Vous êtes le premier à le dire, en fait. Chaque fois qu'on construit une maison ou autre chose, on dénature un terrain. Il y a quelque temps, je discutais avec quelqu'un, il y a eu une division parcellaire. Aujourd'hui, encore une fois, la loi Allure n'interdit plus ces divisions, donc on a des divisions qui se profilent. La personne qui est derrière, le propriétaire a vendu le terrain, l'a coupé en deux. Deux terrains sont constructibles, ils sont presque centre-ville de Cavalère. On ne peut pas s'y opposer parce que c'est comme ça, et j'ai envie de dire presque heureusement qu'on ne peut pas s'y opposer et qu'on ne fait pas la tête du client. Malheureusement, c'est un terrain qui, une fois coupé, a été parsemé de 12 ou de 15 beaux pins qui n'étaient pas remarquables. Et puis le monsieur, pour implanter sa maison, il faut qu'il en coupe 9. Alors, si on se place du côté écolo et bien sympa, et même moi, puisque je passe tout le temps que j'ai, le peu de temps qui me reste en colline, bien entendu que je préfère un terrain avec 12 pins qu'avec 3 pins et une maison. Maintenant, ce terrain est constructible, la loi Allure lui permet de le diviser, et aujourd'hui, nous, on n'a pas d'outils pour s'y opposer. Donc, on est obligé de le laisser faire. Donc, j'en reviens à votre problématique, à vous plus personnelle. Donc, c'est vrai que pour être aussi cavalérois, j'ai connu à la place de ce lotissement dans lequel vous habitez aujourd'hui une magnifique pinède qui n'existe plus à la place aujourd'hui parce que c'était un terrain communal, enfin c'est un peu, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, c'était un terrain communal qui permettait de le mettre à disposition d'un promoteur en contrepartie de certaines exigences de la commune qui permettaient en finalité de vous sortir des prix qui étaient moindres pour que vous puissiez accéder à la propriété. C'était volontaire, mais en contrepartie, on dénature. Et chaque fois qu'on construira quelque chose, on dénaturera. On pourrait parler du projet des Canissons.
pareil, accession à la propriété, logements sociaux pour les cavalerois. C'était une magnifique Pinède. Aujourd'hui, c'est un hôtel, c'est des résidences locatives et c'est de l'accession à la propriété. Voilà. Donc c'est sûr qu'en contrepartie, on a toujours une problématique. Maintenant, effectivement, quand on est dans un périmètre où quelque chose va se faire de nouveau, j'entends, et j'aurai certainement la même démarche que vous, disons ça m'inquiète, parce qu'on va avoir 64, je crois d'ailleurs, 64 logements. Alors, le PLU, alors c'est quelque chose qui a été voulu, qui n'a pas été initié par moi, mais par la municipalité précédente, qui a été attaqué, et qui aujourd'hui est valable. Aujourd'hui, les instances, il y a eu des recours de déposés, mais la préfecture l'a validé, les services de l'État l'ont validé. Donc aujourd'hui, les personnes qui sont propriétaires de ce terrain sont en droit de le vendre, un promoteur en droit de l'acheter et de construire une certaine superficie de constructibilité. Et il est clair, et là je me remets encore dans la peau de celui qui vend, eh bien, si on m'achète pour y faire 64 villas, on va me l'acheter X. Si on n'y fait plus que 7 villas, on va me l'acheter un tout petit X. Et là, le vendeur, lui qui est humain, comme encore une fois le coût de la voiture tout à l'heure, on vous l'achète à 10 000 plutôt qu'à 5 000, lui va essayer d'utiliser l'ensemble du pouvoir de construction qu'il a sur ce terrain-là pour le monnayer au plus cher. Et au plus, il en construira. Voilà. Mais, alors tout ça, tout en vous disant que, je n'ai pas les chiffres en tête, mais que aujourd'hui, une très très grosse partie de ce terrain ne serait pas construit. Pour autant, je continue dans le cheminement. Ce permis a été produit, le pétitionnaire nous l'a déposé, on l'a refusé à ce stade-là pour des raisons que vous venez d'évoquer, notamment le feu et d'autres. Aujourd'hui, il a été refusé. Donc la commune fait toujours son job. Aujourd'hui, nous sommes inquiets de au moins deux problématiques. L'accessibilité avec un chemin qui n'est pas assez large à certains moments, donc on s'en inquiète. Nous sommes allés voir les services du SDIS. On est en relation avec eux. D'ailleurs, Sylvain me disait à l'instant qu'il a quelques nouveautés à me faire savoir, mais je ne les saurai que demain. Je ne peux même pas vous les donner, à moins qu'il vous les donne tout à l'heure. Mais aujourd'hui, la commune a fait le job au niveau du SDIS, n'a pas accordé en première instance le permis et ne l'accordera peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, que si tout est carré. Parce que de toute façon, si ça n'était pas carré, au-dessus, il y a le contrôle de légalité, il y a les services de l'État, et vous ne croyez pas qu'un permis pourrait être accordé comme ça. C'est fini le temps de croire qu'on peut accorder un permis à la tête du client parce qu'on l'aime bien, parce qu'on ne l'aime pas bien. Et je dis encore une fois, heureusement que ça ne se passe pas comme ça. Donc aujourd'hui, le PLU de la ville de Cavalère, initié par mon prédécesseur, j'y suis pour rien, plus la loi Allure, permettent ce que vous avez vu et qui ne vous plaît pas. Par contre, il faudra quand même que ces gens, pour le réaliser, se tiennent à une certaine accessibilité et à une défense au niveau des pompiers. Aujourd'hui, ce que j'en sais, les pompiers ne valident pas ce projet dans l'État. Et nous ne le validons pas pour l'accès. Donc, est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'à un moment donné, il faudra qu'ils descendent le nombre de bâtis pour pouvoir répondre à ces questions-là? Et peut-être le promoteur ne sera plus intéressé et à ce moment-là ne le fera plus. Je ne sais pas. Voilà, c'est un peu trop tôt pour répondre à toutes vos questions. Mais encore une fois, il y a des hommes qui sont à construire. Celle-ci en fait partie. Et je n'ai pas les moyens, même pour vous faire plaisir, vous voyez, je veux dire, de l'interdire si je le voulais. Parce que, bien entendu, le promoteur, si je l'interdisais sans véritable appui, bien entendu qu'il viendrait m'attaquer, bien entendu qu'il gagnerait dans le temps, bien entendu que la commune serait condamnée, et bien entendu que chaque cavalérois viendrait payer une partie de la condamnation d'une décision qui serait malhonnête. Voilà, donc je dois gérer tout ça. Je répète ce que je disais tout à l'heure, celui qui vend, qui veut vendre, qui a peut-être transpiré, peut-être que son père, son grand-père et sa grand-mère ont transpiré ce terrain. Aujourd'hui, pour des raisons X et Y qui les regardent, ils veulent le vendre et ils estiment à essayer d'en avoir le prix le plus fort, et ça c'est humain. Et en face de ça, il y a celui qui habite à côté. Et encore une fois, je comprends qu'il soit totalement... mais je reviens à ce que je disais, imaginez-vous ceux qui habitent à côté de chez vous, quand ils ont vu arriver ce qui a été fait pour implanter vos maisons. Voilà. Oui, mais là c'est parce que vous réagissez. On va avoir 120 voitures qui vont passer sur un petit chemin. Et il y a les Hauts-de-Cavalère à côté. Et il faut savoir que l'été, c'est une autoroute. C'est impressionnant. Surtout cet été. Et moi, je vous avoue, je ne suis pas sortie de chez moi cet été. Voilà, en tout cas, je vous réponds sur ce point qui est un point
qui sort du cadre d'aujourd'hui, mais je vous réponds bien volontiers. Le permis n'est pas accordé, il a été présenté, il a été refusé. À ce jour, il y a plein de choses. Je sais qu'il y a des gens qui feront des recours. Je connais certaines personnes dans la salle, puisque voilà, je les connais tous, enfin presque tous, qui aujourd'hui sont comme vous, n'en veulent pas. Moi, je l'entends. À part que, pour pouvoir dire que je suis capable de le refuser, il faut que j'ai les outils pour le refuser. Mais les outils, j'en ai une partie, mais peut-être pas tout le temps. Peut-être oui, mais là, c'est l'avenir qui va me le dire. Voilà, aujourd'hui, ça ne me convient pas, je l'ai refusé. Voilà. J'aurais pu l'accorder avec acceptant les recours. J'ai jugé utile de ne pas l'accorder. Après, en face de moi, j'ai le propriétaire qui n'est pas content. Oui, voilà. Donc, mais si vous étiez propriétaire du terrain, vous ne serez pas content non plus. C'est ça que je veux dire. À un moment donné, il faut aussi se positionner des deux côtés. Voilà, c'est juste ce que je voulais expliquer. Honnêtement, parce que vous n'avez pas ce terrain-là. Je suis persuadé qu'on a toujours cette réaction quand on n'est pas vendeur. Quand on est vendeur, je vous dis, si demain vous pouvez vendre votre voiture à 10 000, vous allez la vendre 5 000 pour faire plaisir à celui qui vous l'achète? Ben non. Mais c'est exactement pareil, c'est de l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vivre notre économie et qui fait avancer les gens? C'est l'argent. Quand on a, heureusement ou malheureusement, encore une fois, en face de nous ça, je peux vous dire que la réaction d'un être humain, c'est de dire, si je peux gagner le double ou le triple, je les gagne. Voilà. Mais je dis pas que je dis pas que c'est la bonne réaction. Je vous dis que c'est la réaction de l'être humain. Pourquoi je le vendrai 2 fois moins cher. Voilà. Bon, après, je ne suis pas vendeur, attention, je répète, moi je ne suis pas vendeur de ce terrain, je ne suis pas propriétaire, je toucherai 0 francs. À part toutes les histoires. Voilà, entre autres, le discours qu'on a ce soir, c'est toutes ces choses-là, toutes ces problématiques-là que je dois gérer, mais je dois rester dans la légalité. Donc aujourd'hui, le PLU qui m'a été donné, par mon prédécesseur, la loi Allure, ne me donne pas tous les outils pour refuser ce permis ou d'autres. Voilà, il y en a, j'en ai refusé 7, 8, 9, 10 fois. Et puis finalement, à force de le refaire, à force de changer certaines choses, on a été obligé de l'accorder. Mais là, oui, je vous dis encore une fois, je peux le refuser, mais le promoteur va venir m'attaquer en justice et je serai condamné. Donc à un moment donné, je ne peux pas aller au-delà des pouvoirs qui me sont conférés et du cadre qui m'entoure et des règles d'urbanisme, bien entendu. Voilà, donc c'est pas aussi simple. Mais je comprends votre problématique et en tout cas, on y attache une importance importante. La preuve, je ne l'ai pas accordé, je pense, jusqu'à présent. Voilà. Bon, moi, c'est juste pour rebondir sur puisque je suis un des premiers intéressés. Pardon, je suis un des premiers intéressés. J'habite juste en dessus du lotissement du JAS. Et autant, quand ce projet s'est fait pour l'accession à la propriété, j'ai des enfants qui ont quitté Cavalère, qui seraient restés là. J'aurais été très heureux qu'ils puissent accéder par ce biais-là. J'avais 1 hectare de pinède. Donc, je ne vous dis pas que les maisons, c'est mieux, mais on n'a aucun souci avec ce lotissement. Vu ce qui se fait pour 90% ou 100% de touristes, à côté de chez nous, je trouve que là, c'est complètement différent. On ne peut pas... Tu as entièrement raison, c'est ce que je disais à la dame, moi je sais où tu habites, je connais la problématique, mais je répète, le PLU qui me vient et que j'ai dans les mains aujourd'hui, avec la loi Allure, me tient à une obligation d'être honnête. Je veux dire, c'est que c'est pas ma demande, tu entends. Je veux dire, moi, les terrains, s'il n'y a pas de construction sur ce terrain, il n'y a pas de discussion, je suis le plus heureux du monde, moi. À part qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui veut vendre, qui a des droits à construire, qui les utilise et qui les monnaie à un promoteur qui vient le voir. Ça, je ne peux pas l'interdire. C'est heureusement quelque chose qui se fait, parce qu'autrement, on ne construirait jamais rien. Et chaque fois qu'on ferait quelque chose, ça dérangerait quelqu'un. J'ai une dame qui était l'autre jour dans mon bureau. Vous vous rendez compte, monsieur le maire, il y a une villa qui se construit devant chez moi, je vais avoir moins de vues. Et vous, quand vous avez construit votre maison, est-ce que vous êtes préoccupé si derrière il y avait quelqu'un qui avait la sienne et vous lui avez empêché la vue? Elle ne s'est pas posé la question. Voilà, donc je veux dire, c'est qu'il faut le voir globalement. Moi, j'ai des outils. Aujourd'hui, j'ai aucun intérêt
j'essaie d'être le plus honnête possible quand on vient me trouver pour construire. Je sais que aujourd'hui, d'un côté, tous les gens disent on en a marre de voir du béton. D'un autre côté, celui qui vend veut vendre pour faire du béton. J'ai quelqu'un près de chez toi qui a un terrain ailleurs, qui est prêt à le vendre à un promoteur pour faire un immeuble de 4 étages, mais qui s'inquiète de ce qui va se passer à côté de chez lui. Tu vois ? Voilà, ça je ne peux pas l'entendre. Mais je ne suis pas pour autant pour les meubles de 4 étages, ni pour ou contre ce qui va se passer au-dessus de chez toi. Je dis simplement que les règles qui me sont données, aujourd'hui, ça ne convient pas. Je l'ai refusé et j'ai osé le refuser. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas toujours simple. Pour autant, j'écouterai ce que Sylvain a eu comme retour du SDIS, et on a des problématiques. Pour nous, aujourd'hui, elles sont fortes, parce que si un jour il y a un feu, par exemple, il faudra le défendre. Donc moi, je ne veux pas que tout le monde soit cramé dans le coin et qu'un jour on vienne me le reprocher, et puis, sans me le reprocher, que des vies humaines soient perdues. Donc il est hors de question que je valide ça dans l'instant là. Voilà. Maintenant, si ce promoteur-là, ou n'importe lequel, arrive à rentrer dans un cadre à un moment donné, je n'ai plus les moyens de le refuser. C'est juste, mais j'entends que tu préfères avoir des pins qui soient coupés devant chez toi pour que des petits cavalérois puissent venir s'installer, plutôt que des gens qui viendront moins souvent. Et tu as raison, vraisemblablement, sur les 60 appartements, il y en a 20 ou 15 qui seront occupés à l'année, et les 50 autres seront des personnes qui viendront de temps en temps. Mais je vais continuer. Combien de gens sont venus de temps en temps à Cavalère et ont fini par s'y installer de manière définitive en louant en premier, en achetant un petit studio après, puis un appartement un peu plus gros, et puis un jour en faisant construire leur maison. Donc c'est aussi cette économie de résidence secondaire, d'estivants, de touristes qui nous fait vivre. Alors, la limite, elle est où ? Je ne sais pas encore une fois. Mais en tout cas, ce n'est pas moi. Enfin, je répète, je ne pourrais pas rendre inconstructibles des choses qui le sont. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais je serai très vigilant sur le fait de ne pas laisser faire tout et n'importe quoi. Et c'est là ce dosage qui est, ce que je vous disais en préambule, qui est très compliqué à gérer, parce que je n'ai pas tous les outils. Je reviens, la loi ALUR qui ne limite plus la division parcellaire, eh bien aujourd'hui, j'hérite de la situation dont je vous ai parlé il y a 5 minutes, qui n'était pas possible en 2014, en début d'année. Aujourd'hui, je ne peux pas m'y opposer. Je suis obligé de l'accepter et on coupe des pins. Je comprends celui qui est devant, qui avait des pins et qui va avoir une maison, il n'est pas content. Alors ça, celui qui est encore un peu plus devant, qui dit moi je suis bien content parce qu'il y a des pins qui tombent en ce moment, ils ne tomberont pas sur ma maison. Et ceux d'à côté qui ont construit un lotissement il y a une vingtaine d'années, qui ont dû couper des centaines de pins, qui aujourd'hui se posent des questions sur les 4 pins qu'on coupe sur le terrain d'à côté, or que eux, pour implanter leur maison, ils en ont coupé des centaines. Voilà. Mais tout ça, c'est très compliqué. Voilà. Mais moi, j'entends ta problématique et sache qu'en tant que cavalier responsable, et je te connais depuis très longtemps, et je serai le plus honnête possible dans tout ce que j'ai à faire. Et crois-le, quoi. De toute façon, je ne me mouillerai pas à accorder quelque chose qui ne puisse pas l'être, et je ne le pousserai pas non plus, parce qu'en tout cas, moi, pour ma part, j'aime mon pays et j'aime quand c'est vert. Voilà. Donc si c'est pas possible, on le fera pas, on le signera pas. Je pense que je m'attirerai les affres de certaines personnes, bien entendu, mais je ferai en tout cas à mon âme et conscience ce que je dois faire avec le PLU. Et le résultat de ce qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui, c'est essayer de contrarier un peu cette loi ALUR qui permet aux promoteurs de faire tout et n'importe quoi aussi. Voilà. Mais tu vas te retrouver avec quelqu'un qui va à un terrain, qui te dira « Oh là là, monsieur le maire, vous êtes en train de nous faire perdre de l'argent. » Là aussi, voilà. Donc mon histoire, elle est pas simple. Voilà. Mais bon, je suis conscient de ce que tu me disais, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. Bonsoir. Philippe, j'entends bien ce que tu dis au niveau de la construction et des cavaliers-rois et tout ça. Nous, ce qui nous inquiète beaucoup, au fait, c'est au niveau du passage sur la route. On se dit qu'il n'y a pas vraiment d'accès sur cette route. C'est déjà compliqué entre nous de circuler. Alors on se dit, si en plus il y a... Bon, après qu'ils construisent, ils construisent. Mais si après il y a beaucoup de personnes qui circulent encore, on a peur pour que ça risque d'être dangereux, comme tu dis, au niveau des incendies, au niveau de la circulation. Le débouché en bas de la rue, il est quand même assez restreint. Voilà, c'est surtout ça aussi qui nous inquiète. Tout à fait. C'est pour ça que ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons refusé ce permis, car à ce jour, l'accès ne nous semblait pas être celui qui correspond. Voilà. Après, s'ils trouvent une solution, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, si on trouve une solution pour donner de l'ampleur
à ce chemin, si les pompiers le valident, si on trouve les moyens de défense, je n'aurai plus d'arguments pour m'opposer à ce permis. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je peux m'opposer à certaines choses parce que j'ai les moyens, ça c'est légal. Après, je ne peux pas aller dans l'illégalité, ni dans un sens ni dans l'autre. Non, je ne crois pas, parce qu'il faudrait qu'il passe par... D'abord, je pense que ça pousserait la problématique à ceux du dessus, et c'est eux qui ne seraient pas contents. Et pour autant, pour répondre, je crois, de mémoire, hein, je crois qu'ils ont essayé de trouver une autre solution par le lotissement du dessus, et que bien entendu, le lotissement du dessus n'en a pas voulu. Encore une fois, qui est totalement humain, puisqu'ils se disent autant que ce soit les autres qui se le farcissent. Voilà. Donc aujourd'hui, l'accès, il est ce qu'il est, il ne nous convient pas. Aujourd'hui, la défense du feu contre le feu ne nous convient pas, on l'a refusé. Est-ce que le promoteur pourra trouver une solution? J'en sais rien, c'est son problème, c'est pas le mien. S'il le trouve, tant mieux pour lui. Peut-être que, je répète, ça sera par des villas en moins, ou le dédensifier, ou trouver... C'est pas moi, je veux dire, moi je vais pas l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas aller l'aider, c'est son problème. Nous, on lui a fait part de notre problématique. On a expliqué que dans le cas, c'était pas possible. Il est venu dans mon bureau, comme tout bon promoteur, il a pleuré, et puis il est reparti, et il a sa feuille blanche, et il doit retrouver une solution pour répondre à ces questions, et peut-être y arriver, ou peut-être pas y arriver. Voilà. Mais en tout cas, je suis conscient, je reste vigilant, ne vous inquiétez pas. En fait, une diminution des villas, ça changerait au niveau de l'accessibilité? Juste une question. Non, en fait, non, c'est deux problèmes différents. L'accessibilité restera une problématique, ouais, et voilà, la défense contre le feu, une autre. D'accord. Voilà, c'est Ok, deux problématiques différentes. d'accord. Aujourd'hui, on en a au moins deux. Voilà. Mais qui sont... Enfin, c'est pas parce qu'on en solutionne une qu'on va trouver la solution de la seconde, ou qu'une annulera l'autre. Non, pas du tout. Et peut-être même encore une autre de problématique. Peut-être même une troisième. Voilà. Oui, monsieur, veuillez m'excuser s'il vous plaît, mais je suis flamand, mais j'habite dans votre très belle ville déjà un bout de moment. Monsieur, je pense dans mon avis que le site du camping de la Baie peut être dans le futur le plus grand projet immobilier dans le centre-ville. Est-ce que vous avez une idée si peut-être c'est possible de garder un peu de ce terrain comme poumon vert dans le centre-ville? Parce que ça, c'est vraiment... l'entourage, l'entour du centre-ville. Alors, bon, déjà, il y a un plan d'aménagement qui est prévu. À la limite, je donnerai la parole à Sylvain, il est bien plus calé que moi là-dedans. Mais dans ce qui est prévu, alors, d'abord, je ne pense pas qu'il soit prêt de vendre. On va commencer par ça. À mon avis, je crois que peut-être, comme on dit chez nous, on fumera les pissenlits par les racines, que je ne crois pas que le camping de la Baie sera vendu. Mais imaginons que ça puisse arriver un jour. Il y a quelque chose qui a été mis en place pour que vraiment il reste beaucoup de verdure. Et M. Poulain parlait des couloirs de comment ça s'appelle déjà? Des corridors de verdure. Là, il y en a un qui se dégage justement pour garder beaucoup de verdure. Donc même si un jour, encore une fois, les propriétaires décidaient de vendre, je ne pourrais pas m'y opposer, enfin moi ou mes successeurs ne pourront pas s'y opposer pour autant, mais il y aura des restrictions pour qu'il reste une grosse partie de verdure dans ce coin-là. Donc après, il faudra qu'il trouve quelqu'un qui veuille l'acheter pour faire ça. Voilà, donc c'est sûr que si dans cet espace-là, on devait le rendre aussi densifié que ce qu'est déjà à droite du camping, je pense que ça serait un peu insupportable pour Cavalère. C'est pas le but du jeu, en tout cas. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce qu'on veut. Mais moi, je suis pas trop inquiet parce que je crois pas que ça se vendra. Je pense pas. Je crois que ça se vendra pas. Mais en tout cas, enfin, Sylvain peut-être dire deux mots sur ce qui était prévu sur le camping, non? Bonjour. Donc concrètement, en fait, aujourd'hui, donc c'est un terrain qui est en zone urbaine, mais bon, c'est un très grand foncier. Et pour ce type de foncier-là, en fait, il y a ce qu'on appelle une orientation d'aménagement et de programmation. Donc, si vous voulez, c'est une carte, hein, concrètement une carte du terrain, à l'intérieur desquelles, finalement, vous définissez des secteurs d'implantation pour des bâtiments dont vous pouvez définir la vocation. Alors, bon, sur le camping, donc c'est une orientation qui date de 2013. Et à l'époque, il y avait la volonté d'avoir un hôtel. Vous voyez, donc bon, c'est un petit peu évolué parce que depuis, on a eu l'hôtel des Canissons, mais il n'existait pas à l'époque. Et vous aviez donc
en plus donc, de la définition d'implantation de bâtiments, vous aviez les gabarits qui étaient définis, vous aviez également tout ce qui est fonctionnel en matière de boucles vières, voyez, donc de voies, et également de parcs paysagers. Vous voyez, donc c'était un panachage, si vous voulez, entre ce qui peut être utile en matière de construction et de besoins, et également pouvoir préserver donc, quand même un quartier paysager. Voilà. C'est un document que vous pouvez trouver en ligne sur le site, ou sinon vous nous contactez, vous venez nous voir, on vous donnera une copie. Voilà. Bonsoir. Quand on donne un permis de construire dans le lotissement, est-ce qu'on ne pourrait pas tenir compte du cahier des charges du lotissement? Car le cahier des charges, c'est un document contractuel d'après les tribunaux, quoi. Voilà. Parce que en fait, ça pose beaucoup de problèmes, quoi. Et c'est vrai qu'on en a déjà discuté quand même. Monsieur Faure, vous avez répondu à votre question. Et donc, alors, il faut bien voir à l'esprit, en fait, c'est du droit. Hein. Donc, les permis de construire, ils sont délivrés, ils sont sanctionnés sur des dispositions qui découlent du Code de l'urbanisme. C'est-à-dire que on ne peut pas sanctionner une demande d'autorisation pour un motif qui ne découle pas du Code de l'urbanisme. Le cahier des charges du lotissement, comme vous l'avez dit, c'est un document de droit privé, c'est un document contractuel qui engage les colotis entre eux. Donc c'est un document qui ne découle pas du Code de l'urbanisme. Alors, quand même, il existe ce document-là et il peut trouver sa voie d'exécution, mais il appartient finalement au lotissement ou au colotis de faire respecter ce document-là, mais par le biais d'une procédure de droit privé, donc par le biais des juridictions civiles. Voyez, donc ce qui fait qu'on peut très bien avoir une autorisation d'urbanisme qui respecte les règles d'urbanisme, mais si le projet qui est lié à cette autorisation d'urbanisme ne respecte pas la règle du lotissement, il faut que vous procédiez en fait à une saisie du tribunal civil, un tribunal d'instance, pour contester le projet en disant ce projet, bien qu'il ait un permis de construire, bien qu'il respecte le PLU et toutes les dispositions d'urbanisme, il ne respecte pas notre cahier des charges. Monsieur le juge, vous voyez, constatez cet état de fait et veuillez sanctionner le projet. Alors là, c'est le projet, ce n'est plus le permis de construire. Le permis de construire, ça reste un préalable au projet. Vous voyez, donc il faut bien avoir ce schéma-là en tête. Alors, c'est vrai qu'après la loi Allure, parce que la loi Allure, pour ceux qui ne le savent pas, elle a eu pour effet de rendre caduques les dispositions qu'on qualifiait de dispositions de règles d'urbanisme qu'on trouvait dans les documents de lotissement, pour les lotissements qui avaient manifesté leur volonté de maintenir ces règles. Ce qui fait que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi Allure, donc ça date de 2014, comme votre lotissement, lotissement Villa Bella, ou d'autres comme le Parc ou l'Eau Blanche, lorsqu'on avait une demande de permis de construire, on regardait notre PLU et on prenait également les documents du lotissement, on extrayait les règles qu'on qualifiait de règles d'urbanisme, donc qui pouvaient impacter la construction, les clôtures, les coefficients d'emprise au sol, et on faisait une double instruction, et on avait la faculté à ce moment-là de sanctionner les demandes d'autorisation lorsqu'elles ne respectaient pas ces règles d'urbanisme-là. Et on avait notamment beaucoup de divisions de terrain. Alors, comme la plupart de ces lotissements-là interdisaient les subdivisions de l'eau, on avait déjà très peu de demandes d'autorisation, mais on avait la faculté, parce qu'il y avait le lien avec le code de l'urbanisme, de pouvoir les sanctionner. La loi Allure a dit, ces règles-là, elles sont caduques. Alors, par contre, c'est vrai qu'on ne peut plus appliquer, par contre, elles perdurent, elles gardent leur qualité de règles du cahier des charges. Et donc, comme un règlement de copropriété, elles peuvent trouver, elles continuent de s'appliquer. Alors après, les seules personnes qui sont habilitées à en faire la police, ce sont les lotissements ou les colotis entre eux. Parce que c'est un document qui régit leur rapport, le rapport entre les colotis. Alors qu'on tiendrait compte du cahier des charges déjà au départ, on n'aurait pas de souci, quoi. Nous, chaque fois, il faut aller au tribunal. Après, le tribunal, il nous donne raison, le projet tombe à l'eau, et puis vous voyez, mais ça nous fait des frais, ça fait, et tout des embêtements. Là, il faudrait réécrire au législateur
pour qu'ils modifient la loi et puis qu'ils permettent. Oui, oui, voilà. parce que la loi elle était faite en fait pour les grandes villes, mais ça n'a pas été fait pour des lotissements en fait comme nous quoi, hein, pour des petits villages quoi. Voilà. Alors, juste une petite précision par rapport à ça. En fait, la loi, elle visait surtout à mettre fin aux freins qui limitaient la densification. Et elle s'est rendue compte que via les règlements de lotissement, bien souvent, vu qu'on ne pouvait pas diviser les parcelles, on luttait contre la densification. Donc elle a fait sauter pour les PLU les outils qui existaient pour limiter ça, mais de fait, elle a fait sauter les règlements de lotissement aussi par rapport à ça, en fait. C'est pour pas contourner la loi via des règlements de copropriété. Après, on a le même problème, si vous voulez, par exemple, au Code civil, par rapport au Code civil. C'est-à-dire que si on a une fenêtre qui donne sur une autre fenêtre, c'est pas le PLU qui l'interdit, mais dans le Code civil, par contre, les vues sur le jardin voisin sont interdits. Mais là, c'est pas le PLU qui l'interdit. Donc, on peut tout à fait autoriser un permis qui soit valable au niveau des règles d'urbanisme, hein, puisque le Code de l'urbanisme, il est pris en compte. Par contre, le voisin peut s'attaquer au projet parce que la fenêtre est mal placée et obtenir gain de cause par rapport au Code civil. Mais voilà, le PLU ne peut pas tout gérer. Ça, malheureusement, c'est pas un document qui peut tout faire. Hein. Bonsoir. Excusez-moi, mais alors vous avez parlé de plusieurs PLU, PLU 2013, 2016, 2018, moitié PLU. Quel est le PLU qui s'applique aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, le PLU qui s'applique le plus généralement sur votre commune, c'est le PLU approuvé en 2013 et qui a été modifié une dernière fois en 2020. Donc, les 3 procédures de modification sont en vigueur, le PLU a évolué et c'est ça qu'on prend en compte. Par contre, pour certaines parcelles, notamment on a le quartier de Malatra, voilà. Là, dans ce cas-là, on a le PLU de 2005 qui a été modifié jusqu'en 2010. Donc, vous le voyez quand vous téléchargez le PLU sur Internet, les zones qui sont concernées par l'ancien PLU sont grisées. Voilà. Donc, vous le savez, c'est les parcelles qui sont grisées. Vous savez qu'il faut vous reporter au PLU de 2005. J'aurais une petite question, puisque vous en avez parlé. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu la ZAC de l'église, s'il vous plaît ? C'est la première fois que j'en entends parler, donc... C'est la nouveauté du PLU. Je vais peut-être vous laisser... par rapport à cette zone d'aménagement concerté, alors on parle d'une zone d'aménagement concerté. Pour l'instant, l'outil en lui-même n'est pas encore acté définitivement. L'idée, c'est sur ce quartier-là, de retrouver pour la commune, pour la collectivité, un droit de regard, donc une action foncière possible. L'idée, c'est que justement, il n'y ait pas un lotisseur qui arrive, qui casse une habitation, qui nous fasse encore X appartements. L'idée, c'est que dans ce quartier qui est quand même stratégique, hein, puisqu'il est à la porte du centre-ville, à proximité des écoles, que la commune puisse intervenir, préserver un poumon vert, préserver des places de stationnement, etc. Donc que la commune puisse intervenir. Aujourd'hui, vu le prix du foncier sur votre territoire, le seul moyen qu'on puisse faire, c'est bloquer temporairement les permis dans cette zone-là, parce que acquérir un terrain qui est non bâti, c'est déjà cher. Si en plus il y a un projet qui a été autorisé 2 ans avant, c'est impossible financièrement, la commune ne peut pas acheter. Et puis on est en France, c'est-à-dire qu'avant d'exproprier un nouvel immeuble, c'est quand même très très difficile. Donc l'idée, ça va être de réfléchir sur ce quartier. Alors, pour l'instant, c'est un périmètre de projet. Hein. Peut-être que toutes les parcelles ne seront pas concernées en définitif. Peut-être que le projet va être revu, mais il va s'affiner avec le temps. D'accord ? Et là, par contre, il y aura une procédure qui sera parallèle au PLU, c'est-à-dire que s'il y a une zone d'aménagement concertée, elle fera, l'objet d'une concertation propre à la procédure, où on va dire qu'est-ce que la commune veut, quel est le prix des terrains, voilà, comment on achète, combien on achète, et qu'est-ce qu'on va construire. Voilà. Donc pour l'instant, l'idée dans ce quartier-là, c'est de dire, avant que ça parte, à l'urbanisation et que ça se densifie, que la commune puisse intervenir, notamment pour son parc d'équipements collectifs, les parkings, les espaces verts. Et on peut savoir qu'est-ce qui a déterminé les frontières de
qui a déterminé ce périmètre? Parce que je vois qu'il est assez vaste, ça monte, ça descend. Qu'est-ce qui détermine vraiment comment il a été réfléchi, ce périmètre? Alors comment il a été réfléchi? Disons qu'on a quelqu'un sur Cavalère qui travaille à la mairie, qui est cavalérois et qui a l'habitude de voir tout ça. Donc on lui a demandé de regarder dans le périmètre à peu près ce qui pouvait faire partie de la ZAC, comme me disait M. Poulain, avec le moyen de voir et de la revoir et suivant ce qui doit y être construit, là aussi. Comment exactement, certainement par rapport au terrain encore disponible. En fait, l'idée, c'est de réunir au départ. On a les écoles en haut et on a des écoles sur le côté, on a l'église, on a le centre-ville et on est en train de créer un cœur de ville aussi. L'idée, c'est de pouvoir continuer à ce qu'il existe un cheminement vert et sauver ce qui est encore sauvable entre les écoles, pour lesquelles on doit travailler aussi, on le sait tous. On a les 2 centres, on a la crèche, on a les écoles, Cavalère grandit, nos enfants poussent, des enfants seront encore conçus, on aura besoin bientôt de plus de classes. Voilà, donc on est dans un périmètre sur lequel il faut qu'on réfléchisse, parce que quand on est à la tête d'une commune, il faut aussi penser à la commune demain, après-demain et encore après-demain. À l'époque, des terrains avaient été réservés. Il y en a qui étaient réservés pas trop loin du terrain dont on parle, en face, à côté de l'église, de partout. Et je pense que si mes prédécesseurs ont réservé des terrains, c'était en pensant que Cavalère allait grandir et que nos écoles et que les infrastructures qui vont avec, les espaces publics, les parkings, comme le disait M. Poulain, seront à penser. Donc aujourd'hui, on a mis, alors ce trait, encore une fois, il pourrait être un peu plus loin ou un peu avant. Il est loin d'être sûr qu'il soit définitif. On doit encore se revoir pour y penser. Mais l'idée, c'est de discuter avec des promoteurs qui pourraient faire des choses dont on ne voudrait pas et pouvoir peut-être les influencer sur la destination qu'on voudrait garder, quoi. Alors, qu'on voudrait garder pour le bien de Cavalère, encore une fois, c'est pas des caprices. On n'est pas là pour mettre des caprices en œuvre. On est là pour équilibrer, pour donner, encore une fois, on a quelques objectifs. L'objectif, c'est de construire, malheureusement, comme je dis, parce que souvent ils disent malheureusement les gens, c'est plus de résidences sociales. Ça ne plaît pas trop, mais on est un peu obligé de loger des gens qui en ont besoin. On a aussi la carence. Bientôt, Sainte-Maxime aura 15 000 habitants. Cavalère sera carencé. On est à une dizaine de % de logements sociaux, il en faudrait 25. Donc aujourd'hui, voilà, on a peut-être le devoir de penser dans le temps. Une commune de notre grandeur qui a à peu près le même taux paie 1 million d'euros d'amende chaque année parce qu'ils n'ont pas ces fameux 25% de notre côté, on nous réduit les espaces. Bon, voilà. Donc on a encore une fois on doit répondre à beaucoup de questions, pas trop construire, mais en même temps construire des résidences avec du logement social. Donc on doit revoir dans ce périmètre le futur de Cavalère, l'organisation des choses qui sont souhaitables pour que Cavalère avance. Voilà les projets qui pourront convenir. Et l'idée de ce périmètre, c'est que la commune puisse réfléchir avec d'éventuels acquéreurs ou constructeurs pour essayer de faire la meilleure chose pour Cavalère. Voilà, c'est à peu près ça. Mais je reviens sur le périmètre, comment il a été vraiment défini. Je ne pense pas qu'il a envie de parler ce soir, il est dans la salle, mais c'est un coup de crayon qui peut, à ce moment-là, descendre plus bas, s'élargir, se rétrécir à quelque chose près, quoi. Voilà, je ne peux pas répondre. Si tu veux qu'on en parle tous les deux, tu viendras me voir, on en parlera. Il n'y a aucun problème. Ah ben alors ça, c'est une invitation. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Non, mais en plus, alors tout à l'heure, on a dit qu'il n'y avait pas assez de résidences principales, mais vous avez dit qu'on était carencé en T1. Est-ce que les T1 attirent bien les gens qui veulent être en résidence principale? Je ne pense pas avoir dit ça. Alors, en fait, dans le schéma de cohérence territoriale et le programme local de l'habitat à l'échelle de la communauté de communes, parmi les actions qui sont mises en évidence, c'est la difficulté de loger des jeunes. Et donc, ils ont
Alors, c'est pas une histoire de carence, hein, parce qu'on ne peut pas être carencé, il y a un manque de T1, mais il a été mis en évidence que ça manquait de T1 à l'échelle de l'intercommunalité. Donc, on nous a demandé de rappeler ces besoins-là pour que les jeunes, justement, qui vivent sur le territoire puissent se loger, parce que de suite, un T2, un T3, ça coûte plus cher, forcément. Après, encore une fois, c'est là où il est important qu'il y ait une action municipale, hein, au-delà même du terme logement social, c'est pas le problème, mais c'est qu'il y ait une action municipale avec soit des promoteurs privés ou des bailleurs sociaux, peu importe, mais qu'on essaie de diversifier l'offre. Après, là où il y a des discussions, c'est entre le privé qui est là pour amortir son bien et qui sait qu'à tel produit ça va se vendre autant, et c'est là où des discussions vont avoir lieu. Voilà. Mais il n'y a pas de carence, on ne peut pas être pénalisé financièrement parce qu'on manque de terrain. Ça, c'est pas le cas. Oui, alors moi, je ne sais pas si vous pouvez me renseigner. J'aurais voulu savoir, au point de vue des arbres remarquables, comment est-ce qu'il y a un pourcentage à respecter, et nous, où on se trouve par rapport à ça, et également, est-ce qu'il y a un pourcentage pour les endroits publics et pour le privé, pour des parcelles privées, je ne sais pas comment ça se passe, s'il vous plaît. Alors, par rapport à ça, actuellement, dans le plan local d'urbanisme, il existe 2 outils pour préserver les espaces boisés. Le principal outil, ce sont ce qu'on appelle donc les espaces boisés classés, qui vont concerner des parcelles précises. Ces parcelles, elles peuvent être aussi bien publiques que privées, et on fige la vocation forestière du lieu. On a pas mal d'espaces publics à côté d'un rond-point. Il est boisé, il y a un espace boisé classé dessus, il est protégé, on ne peut rien y faire d'autre. Ça, c'est le premier outil qui existe, et très clairement, on va avoir du mal à de toute manière déclasser ces espaces boisés classés, puisque par le passé, il y avait une question de négociation aussi avec la CDNPS, la commission départementale sur la nature, les paysages et les sites. C'est qu'en gros, quand on enlevait X mètres carrés à l'ouest, il fallait en rajouter ailleurs. Donc, de toutes les manières, ce qui a été figé, ce qui a été acté dans le PLU, ça va être difficile de revenir dessus, sauf vraiment intérêt général. Voilà, un parking ou autre. Ça, c'est le premier outil qui existe, et j'ai envie de dire, ça concerne des parcelles publiques, privées, bon, peu importe. Le second outil qui existe et qui nous pose plus de difficultés, c'est que des arbres remarquables ont été localisés dans le PLU. Donc ça, aujourd'hui, vous allez en ligne, vous allez voir votre zonage, et vous allez avoir des petites étoiles, des pastilles qui vont désigner des arbres. Alors, là où on a des problèmes, c'est que des fois, une pastille, elle n'est pas très précise. Alors, on ne sait pas si ça concerne un arbre ou 4. Un peu de mal. On ne comprend pas, une fois sur le site, pourquoi cette parcelle-là et pas les 2 parcelles voisines. Et on ne comprend pas non plus, il a été repéré très bien, mais quelle est la réglementation par rapport à cet arbre-là? Parce qu'on l'a repéré très bien, mais est-ce qu'il faut qu'on garde une certaine largeur? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit quand même casser la hauteur? On ne sait pas trop. Donc l'idée du PLU, ça va être de travailler plutôt à l'échelle de quartier. Encore une fois, je ne sais pas si on va pouvoir enlever toutes les protections, si c'est d'ailleurs pertinent d'enlever toutes les protections. C'est pas... Mais l'idée, ça va être d'être plus pragmatique, plus entendable. C'est-à-dire que les gens sachent sur leur terrain s'ils doivent, je vous dis n'importe quoi, 50% d'espace vert sur leur terrain, donc pas de piscine, pas d'annexe, pas de construction, sur au moins 50%, que ce soit végétalisé. Voilà. Après, ça reste un PLU. On va pouvoir faire après des recommandations, notamment en termes de plantation, d'essences à planter plutôt que telle ou telle espèce invasive. Mais ça reste un PLU, donc soumis au code de l'urbanisme, donc on ne peut pas imposer non plus des essences. Par exemple, on a le PLU de Montélimar qui est tombé au tribunal administratif parce que justement, il imposait certaines essences, ce qui paraît logique aujourd'hui avec les problèmes d'allergie, etc. Mais en fait, ça ne relève pas du code de l'urbanisme, donc il est tombé. Voilà, donc l'idée, ça va être que quand les gens vont être sur leur parcelle, qu'ils puissent savoir s'il y a des arbres remarquables, si oui, comment je les préserve, et s'il n'y en a pas, quel pourcentage d'espace vert je maintiens. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre par quartier, puisqu'on n'a pas encore travaillé avec précision sur les différents quartiers de Cavalère.
fait, j'aurais voulu savoir je ne sais pas, est-ce que la commune doit garder un nombre précis d'arbres remarquables ou je ne sais pas, par rapport à la population, par rapport à... Et quelle est la partie qui est... le pourcentage qui est chez les habitants, enfin dans les parcelles privées, et la partie qui est publique? Alors, avoir à peu près un pourcentage par rapport à les arbres remarquables qui se situent sur le public par rapport à ceux qui sont sur le privé. Alors ça, je pourrais vous le donner une fois qu'on aura travaillé le dossier, nous, dans le PLU qui est en cours, actuellement de révision. Dans le PLU en vigueur, la plupart des arbres remarquables se situent forcément sur des parcelles privées, puisque pour une parcelle communale, vous en avez 100 qui sont privés. Donc forcément, on a plus d'éléments remarquables situés dans le privé. Par contre, les espaces boisés classés concernent pas mal de parcelles communales également. Donc en fait, je ne sais pas si c'est vraiment l'outil, si on peut comparer privé par rapport au public, c'est pas tant la question. La question, c'est de regarder surtout la nature des sols et l'intérêt paysager et écologique des arbres. Après ça, on aura plus d'éléments quand on va travailler sur le dossier, qu'on pourra vous dire, voilà, telle parcelle. Après, très clairement, l'idée du PLU, ça va être bien sûr que les parcelles communales montrent l'exemple. Forcément, on va pas faire des... C'est pareil que pour le projet public. C'est-à-dire que le projet urbain public, il doit être valorisant. On doit montrer l'exemple. Sinon, ça ne sert à rien d'imposer des règles au privé. Ça, c'est évident. Et de plus, si un arbre a besoin d'être déplacé, on peut replanter un arbre. Si dans sa localisation, à ce moment-là, il est gênant, on peut éventuellement le replanter ailleurs ou déplacer ou replanter d'autres sujets. Tout à fait. Alors c'est d'ailleurs, à mon sens, le principal intérêt de repérer ces arbres-là, c'est-à-dire qu'un arbre, il vit, il meurt. Il peut être malade, il peut être menaçant pour une habitation. Donc la question qui se pose à un moment donné, parce qu'il y a quand même toujours un risque pour une habitation ou pour la population, qu'on puisse bien entendu le faire tomber. Ça peut arriver. Alors, quand il est protégé, il faut quand même obtenir les autorisations qui vont bien. Mais l'idée, par contre, c'est qu'il y ait une compensation. C'est-à-dire que si jamais on doit le faire tomber, qu'on puisse replanter à la place. Et il faut encore une fois que ce soit vraiment démontré. C'est-à-dire que si vraiment il y a péril, de toute manière, l'idée, le Code civil nous l'interdit, de toute manière, de menacer les habitations et la population. Parce que j'ai lu qu'il y avait des arbres remarqués, certes, mais pas forcément remarquables dans leur définition. Puisque les définitions, c'était différent en fonction de l'espèce, la taille. C'est ça. C'était très varié. Donc, arbre remarquable, c'est pas très fréquent. C'est un peu c'est pour ça que je vous dis que l'outil n'est peut-être pas le plus adapté pour Cavalère-sur-Mer, parce qu'on a énormément d'arbres de repérer. Voilà, ils sont repérés, mais on a parfois du pin. On a parfois, vous voyez, on a plusieurs essences. Des fois, on se dit, bon, lui, il vaut pas le coup. Par contre, les deux autres là-bas sont plus intéressants, vous voyez. Donc, c'est vrai que l'écologue qui est venu sur le terrain, parce que nous, on a fait travailler un écologue qui est venu sur le terrain, l'inventaire du PLU existant a l'avantage d'avoir repéré quand même les quartiers qui, globalement, présentaient un intérêt. Le quartier du Moulin, par exemple, on a clairement des quartiers qui sont verts aujourd'hui, où l'arbre participe pleinement à la qualité du cadre de vie. Donc il faut les maintenir. Après, d'aller cibler tel arbre par rapport à un autre, des fois, faut voir un peu le plus intéressant. C'est pour ça que là-dessus, on n'a pas encore travaillé. On aura plus d'éléments de réponse lors de la prochaine réunion publique. Merci. Bonsoir. Je vais revenir sur l'espace boisé protégé. Moi, je suis au Creux du Mouton. Suivant les PLU qui ont été annulés et revenus depuis quelques années, je me retrouve dans une situation où j'ai la maison. Je suis venu, la dame de l'urbanisme se retourne. Je suis venu les voir parce que moi, j'ai la maison qui maintenant est complètement en zone boisée protégée et je ne peux rien faire. C'est-à-dire que je ne peux pas continuer
faire des demandes de travaux, puisque c'est tout refusé. Donc je voulais savoir si avec ce nouveau PLU, ça allait revenir un peu en arrière, parce que moi quand j'ai acheté, c'était pas dans ce cas-là, quoi. Alors, par rapport aux EBC, ce que je vous disais tout à l'heure, la mairie toute seule ne peut pas décider de les supprimer. On doit passer en commission départementale, nature, paysage et des sites, pour obtenir l'autorisation. On a déjà commencé à aborder avec eux cette difficulté. Il y a plusieurs quartiers comme ça qui ont été annulés partiellement ou qui ont évolué dans le temps. Et on se retrouve avec des habitations qui sont couvertes par un espace boisé classé. On a également le cas dans le PLU qui est en vigueur où l'espace boisé classé est venu recouvrir une zone naturelle. Sauf qu'en fait, il y avait 2 habitations. Alors, la plupart du temps, on a pensé à les détourer. Puis des fois, on a des cas où l'habitation est pleinement concernée par un EBC. Donc là, très clairement, en termes de vocation, une habitation dans un EBC, c'est pas normal. Il faut au moins le détourer. Donc ça fait partie des points que la commune va demander en CDNPS. Alors on nous a demandé, on nous a très clairement prévenu, on ne veut pas un catalogue de 150 demandes. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. À chaque demande, ils veulent un projet. Le problème de ça, c'est que autant sur le Pardillon, par exemple, on a les espaces boisés classés qui s'opposent à un projet agricole. Là, j'ai un projet concret. On va pouvoir étoffer la demande. Pour mes zones humides, pareil, c'est-à-dire que les zones humides, on a un document de l'État qui se contredit, donc on va pouvoir mettre en évidence un projet. Là, c'est plus mettre en évidence un existant, voilà, qu'un EBC est venu recouvrir par ailleurs par la suite, mais j'ai envie de dire, la maison a été construite en toute légalité. Voilà. Donc c'est ça qu'il va falloir discuter avec les services de l'État. De toute manière, à ce sujet, on a prévu de faire une réunion spécifique pour les espaces boisés classés. Parce que c'est vrai que c'est une thématique importante pour la commune. Donc très clairement, comme on l'a dit, étendre la zone urbaine aux dépens des espaces naturels, ça ne va pas être possible, on le sait bien, ça va être impossible. Et alors déclasser des EBC encore plus. Par contre, tenir compte de la réalité d'un site, là c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une habitation, il faut tenir compte. Voilà. Mais ça, pareil, on vous donnera à la prochaine réunion un peu les retours qu'on a concrets de l'État. D'accord, j'ai bien compris. Mais voilà, moi, ça fait 1 an que je suis venu voir les services de l'urbanisme. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Je comprends que ça a pris beaucoup plus de temps. Moi, mon seul problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis en bord ma limite de terrain, c'est la Castillane. Donc, je suis propriétaire à la même moitié du ruisseau, mais c'est pas donc j'entretiens tout le bord de la Castillane pour que les eaux coulent. Et j'ai même vu avec les pompiers qui m'ont fait couper quelques arbres pour que je sois dans la réglementation entre la maison et le feu. Mais aujourd'hui, sans ces travaux-là, je dirais, j'abîme mon terrain parce que je ne peux pas faire d'enrochement, je ne peux pas faire de demande pour tout ça, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce délai est très long, quoi. Moi, quand j'ai acheté cette maison, ce n'était pas le cas, et je me retrouve de but en blanc quand je fais la demande de travaux, coincé par ce problème-là. Donc, combien de temps ça va mettre pour pouvoir revenir dans le cadre normal, quoi, voilà. Je disais, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Si tu veux, là, on en revient à l'enquête publique. C'est là où les gens ne sont pas méfiants. Je pense qu'à un moment donné, malheureusement pour toi, ce qui te tombe dessus, c'est pas rigolo. On en est tous conscients. Quand le PLU l'a rectifié, il aurait fallu que tu sois vigilant pour dire attention, là vous êtes en train de vous tromper, il y a ma maison, et c'était à ce moment-là que tu aurais pu les renvoyer dans les clous. Le problème maintenant, c'est qu'il va falloir qu'on se tape toute la procédure que tu trouves longue, mais qui est inévitable, parce que ça ne peut se faire que lors d'une révision générale, celle qu'on est en train de produire aujourd'hui, et qui va prendre encore une bonne année, un demi, voilà, pour arriver à peut-être, parce que encore une fois, comme on te le disait, c'est surtout pas du ressort de la commune, on ne peut pas y toucher, on peut le proposer, on devra l'argumenter, effectivement en disant ce monsieur a construit en toute légalité, enfin, où tu as acheté ta maison, je ne sais pas si c'est toi qui l'as construit, je ne sais plus, enfin en tout cas la maison a été construite avec un permis de construire en toute validité, et aujourd'hui le BC est venu se superposer à une maison et on doit rétablir la vérité. À part que cette procédure peut être demandée par le pétitionnaire, toi tu me le demandes, moi je le demande à la commission des sites, et ensuite s'ils le veulent bien, s'ils estiment qu'ils ont fait une erreur, eh bien là ils vont rectifier, et je l'espère pour toi,
je le souhaite parce que ton cas est particulier, on reviendra au classement antérieur, quoi. Voilà. Mais encore une fois, c'est une procédure que je peux pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a ce que je peux faire et il y a ce que je ne sais pas faire et ce que la loi ne me permet pas. Et là, il y a une procédure qui est établie. Elle ne peut pas se faire autre que dans une révision générale, surtout pour de l'EBC. Et je ne peux pas le demander différemment ni à autre personne que cette commission qui se réunira pour décider et qui décidera de ton sort. C'est-à-dire que, toi, je veux dire, je pourrais l'argumenter. On a tout intérêt, nous, à l'argumenter comme il faut pour qu'eux l'acceptent. Mais ce n'est pas gagné. Mais le problème, Philippe, c'est que quand moi j'ai acheté la maison, c'était l'ancienne maison à Monsieur Prince, qui était le directeur de l'urbanisme à Cavalère. La maison, en 2004, le plan qui est aujourd'hui était avant même 2004, parce qu'il n'a jamais été en zone protégée avant. La zone protégée s'éteint normalement de la moitié de la Castillane en montant vers les collines, mais pas vers chez nous. Là, moi, je me retrouve avec la maison, il y a monsieur Daziano, il y a mon voisin, on se retrouve à 4 maisons dans ce problème-là. Mais aujourd'hui, ça, c'était même pas, c'est un problème que même vos services ne savaient pas, ont découvert en même temps que j'en ai parlé. Parce que j'ai eu monsieur Prince au téléphone, c'était pas comme ça quand il a acheté. Quand il a acheté le terrain, c'était pas en zone protégée. Non, il n'aurait pas eu le permis. Et puis, il était bien placé pour savoir. Mais le problème, c'est que même ces plans-là, ils ne savent même pas d'où ils viennent. Donc, ça va mettre combien de temps? Alors, c'est ça. 1 an et demi. Voilà. Alors là, le problème, c'est que pendant 1 an et demi, on ne peut rien faire. Rien. Oui, je sais, mais je n'ai pas les moyens. Tu vois, oui, mais moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, même des modifications de façade, je ne peux pas les faire parce que vous me dites que je suis en zone protégée. Donc, ma maison que j'ai achetée, qui était pas finie pour faire le ravalement, je ne peux même pas faire l'autorisation de ravalement. La piscine qui devait être construite pour faire même une réserve d'eau en cas d'incendie de forêt, on ne peut pas la faire. Le problème, c'est qu'on n'avance pas, quoi. Voilà. Et moi, j'ai acheté la maison. Je sais, mais si j'avais les moyens de te répondre, je te répondrais. Là, ce que tu me demandes, je n'ai pas les moyens de le faire moi. Tu l'entends. C'est qu'une commission qui sera saisie dans le cadre d'une révision qui pourra te l'accorder. Moi, même pour te faire plaisir, encore une fois, je ne peux pas t'aider. Je peux juste argumenter avec toi pour que tu reviennes, qu'on te remette dans les clous. Mais ça, malheureusement, la révision générale qui s'opérera que dans 1 an et demi, on ne pourra pas faire autrement. C'est cadencé, c'est comme ça. C'est des procédures qui sont pas logiques quand il arrive des coups comme à toi. Mais que moi, j'ai pas de moyen autre que celui-ci, à part d'être toi et moi dans l'illégalité. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que si demain la Castillane vient à couler très fort pendant l'hiver et que ça me ruine le terrain, que la maison vient à bouger, et maintenant il faut que je me retourne contre qui, quoi. Voilà, parce que là aujourd'hui, tous ces travaux, je ne peux pas les faire à cause de ça. Enfin, les sinistres qui peuvent impacter la maison, enfin là vous avez une procédure spécifique qui est prévue dans le code de l'urbanisme qui vous permet d'avoir le permis de construire que vous avez eu à l'origine, permis de construire d'origine de la maison. C'est un régime qui s'appelle la reconstruction identique après sinistre. Donc là, s'il y avait un sinistre, vous seriez protégé pour ça. Après, le ravalement, je pense qu'il doit être possible. Là où vous allez être embêté, ça va être pour tout ce qui va être en prise nouvelle. Vous voyez, parce que l'espace boisé classé, il empêche le changement d'affectation du sol. Toute la maison est dans l'espace boisé. Je ne peux rien faire. Alors voilà, Encore une fois, c'est l'État qui l'a décidé, c'est pas nous. Il n'y en a personne qui a vu qu'il y avait des maisons dans le Doubs. On est 4 maisons. On l'a pas vu. Mais regarde, j'en reviens à l'enquête publique. C'est pas à la commune d'aller le vérifier, c'est au pétitionnaire. L'enquête publique, elle est faite pour dire... Problème, Philippe, le problème, il est que quand vous avez changé le PLU, que vous êtes revenu aux anciens PLU, nous, qu'est-ce qu'on en a su que vous aviez changé le PLU? Si on n'est pas à toutes les réunions publiques, on ne sait pas. Je sais, mais oui, voilà, mais moi, encore une fois... je l'ai découvert en apportant une demande de travaux. Quand on change de PLU, c'est pas la commune qui allait s'attaquer le PLU, c'est quelqu'un... De toute façon, c'est toujours le fait où l'État décide de quelque chose et on le subit, ou alors, à un moment donné,
un tiers attaque le PLU pour des raisons diverses et variées, même pour quand on demande des essences d'arbres, on attaque un PLU. Et là, encore une fois, c'est le tiers qui vient annuler le PLU. Mais nous, la commune, alors, moi ou mes prédécesseurs, n'ont jamais demandé un classement en EBC. Le classement en EBC, c'est l'État qui le décide. Alors après, à un moment donné, c'est ce que je disais, j'ai d'autres cas dans Cavalère, un petit peu plus à l'ouest, à l'est, pardon, où là aussi, eh bien, ça a glissé un petit peu, et aujourd'hui, un terrain se retrouve en EBC, mais ce monsieur n'est pas venu consulter le PLU au moment donné, et il y est dedans. Donc aujourd'hui, on va faire comme pour toi, on va essayer d'argumenter pour expliquer que c'est une erreur et qu'il faudrait qu'il retrouve sa construisibilité, parce qu'on voit bien entre les deux PLU que ça a bougé. Mais nous, tu te rends compte à hauteur d'un PLU comment on peut se voir que ton terrain, plutôt qu'un autre, que la ligne a un peu bougé, on ne peut pas le voir. Oui. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes publiques, pour que vous puissiez dire, toi tu sais où est ton terrain, que tu puisses venir et dire non, je ne suis pas content. C'est fait pour ça. Autrement, il n'y aurait pas d'enquête publique. L'enquête publique, c'est donné. Je comprends bien entre un terrain qui n'a pas été construit et qui va être construit, qui change de PLU, mais sur un terrain où il y a eu un permis de construire, la maison a été bâtie et que ça change, là, c'est qu'il y a une erreur quand même. Mais bien sûr que c'est une erreur. C'est une erreur, tu as raison. C'est ce que je suis en train de te dire. À part que pour rectifier cette erreur, on est obligé de passer par une procédure qui dure le temps d'une révision de PLU. Et qu'aujourd'hui, on défendra ton cas parce qu'il est tout à fait défendable et que tu as... Alors, à mon sens, tu as raison. Ce qui ne veut pas dire que l'État ou que le gouvernement, que l'État, les services de l'État te donneront raison. Enfin, je te le souhaite en tout cas. Mais à ce jour, on a de grandes chances, en expliquant ce qui s'est passé, qu'on puisse obtenir le retour en arrière. Je le souhaite pour vous. Mais, encore une fois, je n'ai pas les moyens, moi. Je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas demandé. Et aujourd'hui, le seul moyen de revenir en arrière, c'est de questionner l'État à travers la révision générale du PLU, qui va durer encore 1 an et demi. Et je n'ai pas d'autre moyen, même pour être agréable, encore une fois. Je suis désolé. Je sais bien, mais... J'en profite juste pour rappeler l'importance de la phase de concertation, puisque, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, à l'enquête publique, la plupart des avis ont été émis et les commissions ont déjà été consultées. La CDNPS, typiquement, on va la consulter avant d'arrêter le dossier, puisque son avis doit être joint à l'enquête publique. Donc c'est très important. Alors vous avez fait déjà un courrier, on l'a, il n'y a pas de souci, mais il est important que les personnes qui ont des demandes particulières, type réduction d'un espace boisé classé, nous fassent les demandes durant la phase de concertation, que nous, on prépare le dossier en CDNPS avant d'arrêter le PLU. Puisqu'à l'enquête publique, malheureusement, ça veut dire qu'il faudrait repasser en CDNPS, réarrêter le dossier PLU, refaire une enquête publique. D'accord ? Donc la phase de concertation est très importante. C'est pour ça qu'il faut venir nourrir le document. Alors là, encore une fois, on va vous laisser la semaine prochaine le diagnostic et le PADD, donc vous ne verrez pas à la parcelle près ce qui va se faire. Mais n'hésitez pas à vous tenir informé au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y en a plus, je répondais à ma femme qui me disait je vais manger. Je dis écoute, m'attends pas. Écoutez, pour conclure, écoutez, je pense que tout a été dit. Alors, des erreurs sont faites régulièrement et malheureusement et involontairement souvent. Il faut les détecter dans cette phase de concertation. Les réclamations, toutes ces choses-là, n'hésitez pas, faites-le. Je reviens sur la difficulté de gérer l'intérêt particulier avec l'intérêt général. Sachez que c'est très compliqué. La place, elle n'est pas simple. Et moi, je l'entends parce que je suis aussi un particulier, mais je dois gérer de l'intérêt général. On est obligé, quand on est élu, de voir notre ville demain, après-demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, avec tout ce qui nous sera indispensable pour que cette ville continue à être ce qu'elle est. On doit gérer à ce qu'effectivement, on n'ait pas du béton partout, à conserver nos collines quand on les voit de la mer et que j'entends il n'y a que du béton dans nos collines. Écoutez, regardez nos collines, regardez celles un peu à droite des villes à droite et celles à gauche. Je pense que les nôtres, elles sont bien plus belles et elles sont bien vertes encore. Et je peux vous garantir que tant que je suis là, elles resteront vertes. Pour autant, il y a l'urbanisation. Il y a des gens dans un centre-ville ou dans un péri-centre-ville qui disposent de terrains, qui veulent les monnayer, les vendre, voilà. Et ça s'oppose. C'est pas facile.
Donc on y travaille, on va faire pour le mieux. Si des choses vous choquent, n'hésitez pas à les dire. Si des périmètres pour certaines personnes ne vous semblent pas adaptés, n'hésitez pas aussi à les dénoncer. L'intérêt, c'est de construire des choses qui sont utiles à notre cavalaire et arrêter de faire de l'incohérent ou des pièces qui viennent se poser les unes à côté des autres sans y chercher une certaine cohérence. On a le devoir de mettre de la cohérence dans notre projet et c'est hyper important. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Je voulais remercier, pour ne pas oublier, l'ensemble des intervenants, donc, et puis la présentation de M. Poulain qui vient à chaque fois et qui explique avec calme et détermination les volontés qui sont transmises de la commune et puis aussi les volontés qui nous ont été aussi, enfin les demandes de certains cavalérois qui nous ont parlé de cohérence, d'incohérence. Donc on essaie de le faire remonter. On va revenir vers vous bientôt. Les procédures nous le demandent et nous y obligent aussi. Et puis on tiendra d'autres réunions et on vous tiendra au courant de l'avancée du PLU. Je crois que tout a été dit. Je le disais au début, Sylvain et son équipe sont là au service de l'urbanisme pour répondre à vos questions. Et puis pour finir, à M. Lebas, juste que M. Prince ne travaillait pas à la commune de Cavalère. Il était responsable des services techniques de la ville de la Croix-Valmer. C'est juste pour pas qu'il y ait d'incompréhension. Il n'était pas à Cavalère, il travaillait au service. Certes, c'est un copain, mais il a fini par être cavalérois quand il s'était installé à Cavalère, mais travaillait donc à la commune d'à côté. Voilà, c'était juste pour que les gens l'entendent de ce côté-là. Écoutez, en tout cas, moi j'ai passé un moment sympathique. Ma femme a mangé sans moi. Certainement, elle me le reprochera, mais c'est pas bien grave. Hein. Ça fait partie de ces échanges. Je pense qu'il y en a qui rentrent encore beaucoup plus loin, du côté de Draguignan ou autre. Je remercie Sylvain, qui était là à côté de nous, mesdames, messieurs, qui étaient aussi présents. Moi, soyez sûrs que je suis à l'écoute de vos interrogations. Encore une fois, il y a ceux qui vendent et il y a ceux qui ont peur. Voilà, mais je l'entends des deux côtés. Je resterai vigilant pour que les choses soient faites dans la légalité et qu'elles ne soient pas attaquables. Jusqu'à présent, on ne nous a pas attaqué grand-chose. On n'a pas été condamné à grand-chose. Voilà, donc je crois qu'on a fait une mandature. On en attaque une seconde. C'est que le service de l'urbanisme a bien travaillé. Et puis quel intérêt on aurait à ne pas faire les choses comme il faut pour se faire retoquer par les services de l'État. C'est pas terrible non plus. Voilà, donc merci à toutes, merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci tous les cavalérois qui nous regardent. Et puis à Marc qui nous filme depuis tout à l'heure. Et bien entendu, je le répète, sur les réseaux sociaux, on retrouvera ce petit film pour pouvoir écouter et regarder les débats. Merci, bonne soirée.